Le Tour des Clochers vous est présenté par la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif au service des prêtres et des laïcs dans le quartier Saint-Donatien à Nantes. 7h06 sur Radio Fidélité et comme chaque vendredi matin, Tiffaine Cellier part à la rencontre des communautés chrétiennes de notre territoire avec le Tour des Clochers. Aujourd'hui, Tiffaine nous emmène dans la capitale du Muscadet. Bonjour Tiffaine. Bonjour Clara, bonjour à tous. Et oui, tout à fait. Mais il est un petit peu tôt pour goûter à cette spécialité de Valette. Et c'est bien au milieu des coteaux valtais, dans la paroisse Saint-Vincent-des-Vignes, que nous avons installé nos micros. Paroisse et commune que l'on va découvrir tout au long de cette matinée avec votre invité fil rouge. Et oui, tout à fait. Je suis accueillie ce matin par le père Hervé Gaudin. Bonjour père. Bonjour Tiffaine. Père Gaudin, vous êtes le curé de cette paroisse Saint-Vincent-des-Vignes depuis 4 ans et vous allez nous accompagner tout au long de cette matinale. Avec vous, dans la demi-heure qui suit, nous parlerons de votre parcours, de votre arrivée ici et des spécificités de votre paroisse. À partir de 7h30, nous retrouverons Annie-France Vayenne et Sophie Alro, véritables témoins du quotidien de la paroisse. Elles en connaissent toutes les histoires et les petites confidences et elles les prendront avec nous. Ensuite, nous découvrirons les initiatives et activités proposées aux jeunes de la paroisse grâce à Lucie de Charette, responsable de la pastorale des jeunes. En deuxième heure, dès 8h, place à un enfant du pays, Jérôme Marchais, maire de Valette. Il viendra nous parler du dynamisme et du développement de la ville, toujours accompagné de vous, Père Gaudin. Avec plaisir. Et on connaîtra vos histoires aussi. À 8h45, cap sur le patrimoine et la mémoire collective avec Gabriel Arnaud, président de l'association Valette Mémoire. Il nous fera voyager dans l'histoire de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Notre-Dame qui recèle un trésor d'ailleurs, mais je n'en dis pas plus. On en parlera tout à l'heure avec vous, Père Gaudin. Et puis, pour conclure cette matinale en beauté, nous parlerons ensemble avec vous, Père, des projets portés par votre paroisse. Un programme sur mesure pour découvrir la vitalité, la mémoire et l'avenir de Valette et de sa paroisse. Et qui commence maintenant sur Radio Fidélité. En direct de Valette, jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers. Partez à la rencontre de la paroisse et de la ville, avec Tiffaine Cellier et ses invités. Merci Père de nous recevoir au sein de la paroisse Saint-Vincent-des-Vignes, une paroisse de 5 clochers, Valette, Le Palais, La Chapelle-Lin, La Regrippière et Mousillon. Bravo, c'est un sans faute. Quand même. On va commencer d'abord par parler de vous, Père. Vous avez grandi à Nantes, dans le quartier Saint-Félix. Vous étiez servant d'hôtel et scolarisé à la Perverie où vous pratiquiez le chant, quelque chose qui vous est très cher. Et après des études d'histoire à Nantes, vous avez enseigné pendant 4 ans à Saint-Joseph du Loquidie, mais votre désir profond de devenir prêtre s'était déjà révélé lorsque vous aviez 14 ans, vous prépariez votre confirmation. C'est jeune, racontez-nous. En fait, c'est un événement important pour moi, mais qui n'a pas été très spectaculaire. J'étais effectivement 4e, je préparais ma confirmation. J'avais pas du tout prévu ça dans mon itinéraire. Je viens pas d'une famille où il y a des prêtres. Et donc, c'était... je pense que c'est au contact aussi des aumôniers de la Perverie où je faisais mes études et qui était aussi l'aumônier était aussi le vicaire de la paroisse Saint-Félix. Et c'était une belle figure de prêtre, quelqu'un avec qui j'avais de bons liens. Et je pense que ça a été source d'inspiration, enfin en tout cas de facilitateur pour découvrir justement ce ministère de prêtre. Et donc, oui, je me suis senti appelé par le Seigneur, mais le Seigneur est patient parce qu'entre l'appel et l'entrée au séminaire, il s'est passé 14 ans. Donc, je me suis quand même battu longtemps, j'ai résisté avant de franchir le pas. Voilà. Bah oui, vous avez été ordonné prêtre le 26 juin 2016. Exactement, ouais. Je ne me trompe pas. À Nantes, par Monseigneur Jean-Paul Jamme. Vous avez commencé votre parcours à Saint-Louis des Français à Rome. Donc là, vous y avez passé 4 ans en tant que séminariste et puis 1 an en tant que prêtre. Alors, j'ai passé 4 ans au séminaire pontifical français de Rome et 1 an à Saint-Louis-des-Français, parce que Saint-Louis-des-Français, notre église nationale, n'accueille que des prêtres. C'est ça. Donc quand je suis arrivé à Rome, j'étais séminariste, et donc j'ai passé 4 ans dans cette belle maison qu'est le séminaire pontifical français, qui est un lieu magnifique juste derrière le Panthéon, pour ceux qui connaissent Rome. Et après, donc 1 an à Saint-Louis, comme premier chapelain, gardien des Caravages,
J'avais une vie très difficile, vous imaginez, Wow. c'était effroyable. En tout cas, ça a été une excellente expérience. On en parlera peut-être. Oui, justement, vous avez eu la chance de vivre l'élection du pape François. Oui. Oui, quand je suis arrivé à Rome, on était à la toute fin du pontificat de Benoît XVI. Et je me souviens très bien, le pontificat s'est achevé, en tout cas, Benoît XVI a annoncé sa renonciation au mois de février. Et c'était l'intersemestre. On avait, nous, une pause d'une semaine, un peu plus d'une semaine, entre le premier semestre et le deuxième semestre de l'université. Et on avait l'autorisation au séminaire de partir en vacances, mais on n'avait pas le droit de rentrer en France. Donc on en profitait pour aller visiter des lieux en Italie. Et moi, j'étais à Florence. Et donc, autant vous dire que j'étais dans un bain culturel d'émerveillement. Voilà. Et je rentre de la Galerie des Offices. J'arrive dans mon petit Airbnb avec le confrère avec qui j'étais à Florence et on met la télé et là je vois l'annonce, donc sur la RAI, je vois l'annonce de la renonciation et donc je me dis c'est une blague. Voilà, puis effectivement au fur et à mesure de la journée la nouvelle s'est amplifiée, tout le monde en parlait, même à Florence, et donc on est rentré à Rome à la fin de notre séjour et j'ai vécu donc la dernière audience de Benoît XVI, sa dernière messe qui était un moment extraordinaire à Saint-Pierre, c'était la messe des cendres. Et puis après on a vécu son départ pour Castel Gandolfo, puisque vous vous souvenez il avait pris l'hélicoptère là, et donc on était tous sur les terrasses de nos lieux de vie pour lui dire au revoir. On avait mis une grande banderole, je me souviens. Et puis donc après ça a été les congrégations générales, c'est-à-dire l'arrivée des cardinaux à Rome qui ont des réunions, donc ils logent pas encore à la Villa Sainte-Marthe, ils logent dans les lieux liés à leur pays. Donc nous, on avait les cardinaux français au séminaire. Et là, vous pouviez leur parler, vous pouviez... on les voyait toutes les semaines, tous les jours, voilà, pendant quasiment 2 semaines. Et on avait aussi les journalistes qui étaient très présents. J'imagine. Voilà. Et puis après, on a eu donc l'élection. Et alors, je me souviens très bien, je rentre de cours. J'étais à la Grégorienne, l'université de la Grégorienne, et donc je rentre de cours l'après-midi. Et j'arrive au séminaire et je dis au portier qui était à l'entrée du séminaire, je lui dis dès que la fumée est blanche, vous sonnez la cloche du séminaire pour que on soit prévenu, quoi. Et la cloche sonne effectivement ce soir-là. Et donc je suis parti en courant vers Saint-Pierre. On était à 20 minutes à peu près de la place. Et c'était incroyable parce que en fait, quand il y a une élection d'un pape à Rome, le temps s'arrête. C'est une ambiance d'apocalypse, c'est-à-dire que les voitures ne se garent même plus. Elles s'arrêtent je me souviens sur le Corso, les voitures s'arrêtaient carrément en plein milieu de la route. Les gens sortaient de leur voiture et se mettaient à courir. Donc au début, je courais tout seul, et quand je suis arrivé à Place Saint-Pierre, c'était le marathon de Paris, quoi. J'étais entouré d'une foule, et on est arrivé Place Saint-Pierre, et donc on a vécu la fumée, l'annonce par le cardinal Torrent à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, qui est un cardinal français, un homme délicieux d'ailleurs, le cardinal Torrent. Et voilà, on a vécu l'annonce et puis l'arrivée de François au balcon, suivi donc de ses premiers pas dans le pontificat, voilà. Et quand on est là à Rome, on a la chance de pouvoir approcher le pape. Donc moi, comme diacre, quand j'ai été ordonné diacre, alors déjà comme séminariste, je lui ai servi la messe plusieurs fois. Quand comme diacre, j'ai pu être diacre assistant plusieurs fois. Et puis comme prêtre, on a aussi la possibilité de le rencontrer. Donc voilà, donc ça a été une expérience assez intense finalement de l'Église universelle, qui m'a beaucoup façonné. Voilà, et qui m'a appris à aimer l'Église aussi pour ce qu'elle est. Et je pense que tout ce que vous avez dit, Clara Baird l'entend là dans les studios de Radio Fidélité, parce qu'elle était à Rome justement pour l'élection de notre nouveau pape, et elle a vécu tout ce moment, et elle a couru vers la place Saint-Pierre quand justement la fumée blanche est sortie. Donc au retour de Rome, parce qu'il faut qu'on avance sur votre parcours. Oui, je suis pas resté là-bas. On aurait pu encore y passer des heures à en parler, mais au retour de Rome, vous avez été nommé vicaire en 2017 dans les paroisses de Châteaubriand et Moi dans la Rivière. Ouais. Dans le nord de la Loire-Atlantique. En 2021, vous avez succédé au père Stéphane Blin à la tête de la paroisse Saint-Vincent-des-Vignes. Vous êtes donc arrivé ici il y a 4 ans. Vous en connaissiez quoi de cette paroisse ?
Absolument rien. En fait, ce qui était assez drôle, c'est que cette année-là, la messe chrismale, qui est, comme vous le savez, dans notre diocèse délocalisée 1 an sur 2, était délocalisée à Valette. Et moi, je n'étais jamais venu à Valette, donc la première fois que je suis venu à Valette, c'était pour la messe chrismale de cette année-là, et j'ignorais absolument que je serais un jour curé de Valette. Et je me souviens très bien, je rentre dans l'église de Valette, parce qu'on avait une rencontre avec l'évêque, et je rentre dans l'église et je dis waouh. Ça vous a fait cet effet-là? Ah ouais, vraiment, je me suis dit, ah bah dis donc, c'est une grande église, ça c'est beau, voilà. Et puis je me suis même dit, tiens, c'est marrant, il y a des trucs dans l'église, si un jour je suis curé, j'aimerais bien faire ça dans ma paroisse. Bon. Et puis 3 semaines après, j'ai été appelé et on m'a demandé d'arriver comme curé sur cette paroisse. Ouais. Incroyable. Comment est-ce que vous avez été accueillis? Est-ce qu'ils ont été durs à apprivoiser, les Valtais et Valtaises? Non. Je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, ici, il y a une tradition de l'accueil qui est très installée. Il y a cette habitude, en fait. On est dans le vignoble, donc on est sur une population de commerçants plutôt. Et en fait, il y a cette tradition d'aller à la rencontre de l'autre, d'échanger, de partager, de vivre la convivialité. Enfin, je veux dire, le vignoble, c'est un lieu où effectivement le vin est produit et il coule en abondance. Et donc, on ne fait pas que le vendre, on en consomme aussi ici, avec modération, bien sûr. Mais c'est pas ça qui fait la bonne humeur, simplement. Il n'y a pas que le vin. Non, mais n'empêche que ça crée une culture, une culture de la fête, une culture de la convivialité. Peut-être que le maire nous en parlera d'ailleurs tout à l'heure, mais et moi, c'est ce qui m'a marqué en arrivant ici. C'est-à-dire que je suis vraiment dans le sud, quoi. Voilà. Alors, les gens du Nord m'ont très très bien accueilli aussi, hein, je précise. Mais c'est une toute autre ambiance. Voilà. Donc, oui, non, j'ai pas eu de. Enfin, ça n'a pas été difficile pour moi de rentrer dans la vie des gens d'ici et j'ai été hyper touché. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire de se sentir. Bien accueilli comme ça, oui. Alors, il y a une spécificité de votre paroisse. J'en parlais en introduction tout à l'heure. Un trésor que recèle votre église. C'est la présence des reliques de Saint-Charbel au sein même de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Je sais que les paroissiens l'appellent Notre-Dame, mais le vrai nom c'est Notre-Dame de l'Assomption, vous m'avez dit. Mais on va faire les Valtais, on peut l'appeler Notre-Dame si vous voulez. Allez, Notre-Dame. Parce que moi, Notre-Dame, je pense à Paris, mais bon, c'est pas grave. Et ces reliques, elles sont présentes depuis 2024. En fait, la première question, mais qu'est-ce qu'un saint d'Orient fait ici, à Valette, et comment ces reliques, elles ont trouvé le chemin jusqu'à Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame tout court? Alors, c'est une histoire absolument incroyable. Hein. En fait, moi, je connaissais peu Saint-Charbel, honnêtement. Je savais ce que tout le monde en sait, grosso modo, c'est que c'était le grand saint thaumaturge du Liban. J'avais pas une dévotion particulière pour lui, jusqu'à ce que arrive dans la paroisse un événement, un de mes paroissiens qui a eu un grave problème de santé, en fait. Et il a été hospitalisé, ses jours étaient vraiment en danger, et il avait un problème à la gorge. Et du coup, sa femme reçoit d'une de ses collègues la vidéo sur YouTube du témoignage de cette dame au Liban qui a été guérie par Saint-Charbel parce qu'elle avait eu la gorge tranchée, et en fait Saint-Charbel est venu l'opérer, et donc régulièrement ses plaies se réouvraient, mais enfin personne ne comprenait comment c'était, voilà, bref. Et donc elle envoie ça comme vidéo à la femme de ce monsieur en disant mais il faut absolument prier Saint-Charbel. Et donc on lance une neuvaine à Saint-Charbel, voilà. Et donc on le découvre en même temps que Et puis la femme de ce monsieur me dit ce qui serait extraordinaire, c'est qu'on trouve de l'huile de Saint-Charbel pour que vous puissiez venir faire une onction à mon mari. Parce qu'en fait, Saint-Charbel, donc, lorsqu'il est décédé, son corps s'est mis à exsuder du sang et une substance un peu huileuse, et puis son corps s'est conservé jusqu'à sa canonisation en 1977. Et c'est-à-dire que entre 1898 et 1977, son corps est resté intact. Et une fois qu'il a été canonisé, son corps s'est dégradé mystérieusement, et en fait ses ossements ont été plongés dans un bain d'huile pour les conserver, et donc cette huile est changée régulièrement par les moines du monastère d'Anaya où il est conservé, et donc l'huile est distribuée puisqu'en fait l'huile est devenue miraculeuse. Or il se trouve que quand j'avais quitté Châteaubriand,
il y avait une paroissienne qui m'avait offert comme cadeau de départ quantité d'objets, donc des images pieuses, des chapelets, des médailles, etc. Et au milieu du carton, il y avait un flacon de sirop qui contenait de l'huile de Saint-Charbel. Le truc absolument incroyable. Et donc, j'avais de l'huile de Saint-Charbel sans savoir ce que j'allais en faire un jour. Comme je savais que ça venait d'un saint, je l'avais conservé, mais je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Donc c'était au fond d'un placard au presbytère dans mon oratoire. Et du coup, je dis à cette dame, je dis, mais j'ai de l'huile de Saint-Charbel. Comme quoi, il faut tout conserver. Exactement. Enfin, en tout cas, tout ce qui est nécessaire. Oui. Et donc, je pars à l'hôpital, je fais l'onction. Et j'étais très triste parce que c'est un paroissien que j'aime beaucoup. Et en fait, il était vraiment en très, très mauvais état, quoi. Et je me disais, mais en fait, il va y passer. Sauf que, enfin, déjà, c'est une catastrophe pour sa famille. Puis j'étais déjà en train de me dire, mais comment on va faire pour les aider? Parce qu'en fait, c'est une famille nombreuse, qu'ils ont peu de moyens, donc le papa qui disparaît, enfin, c'est bon, bref. Et donc, dans la voiture, en rentrant de l'ANEC, je fais un vœu, ce que je ne fais jamais, hein, d'habitude, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je fais un vœu, je dis à Saint-Charbel, je prie Saint-Charbel, je dis à Saint-Charbel, écoute, si jamais tu le guéris comme tu as guéri tant de personnes, je te promets que tu auras ta statue à Valette. Et il se trouve que juste avant que je vienne pour faire l'onction, le médecin était passé dans la chambre pour dire, ben voilà, monsieur, on va vous poser une sonde gastrique, puisque vous avez une paralysie au niveau de la bouche, qui reviendra sans doute pas, enfin on n'est pas sûr, du coup, pour vous nourrir, on va vous nourrir par sonde. Et le lendemain, donc de l'onction, la femme de ce monsieur m'appelle et me dit, c'est incroyable, lorsque les médecins sont venus, mon mari était en train de manger un yaourt, et donc la paralysie est en train de se résorber. Voilà. Et de ce jour-là, il a commencé à revenir progressivement, et aujourd'hui, il va bien, enfin, il a quelques séquelles, mais enfin, dans l'ensemble, il va très bien, il a repris un travail. Voilà. Et d'ailleurs, il a retrouvé un travail grâce à Saint-Charbel, parce que du coup, il avait perdu son travail du fait de son hospitalisation et de la diminution de ses moyens. Et en fait, il cherchait un travail, sauf qu'à 50 ans, c'est compliqué de retrouver du travail, etc. On a refait une neuvaine à Saint-Charbel, et le 24 juillet, jour de la fête de Saint-Charbel, une paroissienne vient lui dire je cherche quelqu'un pour un poste à 80%, je trouve personne, est-ce que tu serais disponible? Et en fait, c'est exactement ce qu'il cherchait. Et donc, il a retrouvé du travail. Voilà. Bon. Mais vous le voyez comme un miracle? Alors, en tout cas, je le vois pas forcément son travail, mais sa santé. C'est incroyable, ouais. C'est incroyable. Et donc, la suite de l'histoire, c'est que je me mets à chercher une statue, puisque du coup, voilà. Sauf que les statues de Saint-Charbel, soit c'est hyper cher, soit c'est hyper moche. Et donc, c'était un peu compliqué. Et 2 mois après ce vœu, j'avais toujours pas trouvé ma statue, et je vais chez une dame de la paroisse qui ignorait complètement ces événements. Je n'en étais pas ouvert aux paroissiens. Je vais chez cette dame, elle me demande de bénir sa maison, et au moment où je rentre, elle a un oratoire chez elle, au moment où je rentre dans son oratoire, je vois une statue de Saint-Charbel magnifique. Et je lui dis, mais où est-ce que vous avez trouvé cette statue? Parce que je cherche exactement la même. Et elle me dit, mais cherchez plus, cette statue, elle est pour vous. Je viens de la récupérer. Alors je dis, comment ça pour moi? Et donc elle me raconte que son gendre, qui est libanais, est passé 2 mois avant, donc au moment où je fais le vœu, chez son père, que son père habite à Naya, enfin près d'Anaya, le monastère de Saint-Charbel, a acheté la statue et a dit, tu donneras ça à ta belle-mère, c'est pour son curé. Non. Non mais... Voilà. Et donc, je récupère la statue et je me dis, on va créer un petit événement quand même, parce que là, ça fait beaucoup quand même pour un seul homme. Et donc, on crée un petit événement, etc. Et puis, le 15 août, ici, j'ai l'habitude d'inviter un invité spécial pour présider la messe du 15 août. Et donc, je me dis, tiens, je vais inviter un prélat libanais cette année. Oui. Et donc, j'invite Monseigneur Jean Samer Nassif, qui est un corps-évêque, c'est-à-dire qu'il est le légat d'un évêque libanais, et qui vient ici. Et quand il arrive ici le 14 août de cette année-là, il me dit Abouna, il faut absolument que vous ayez des reliques de Saint-Charbel. J'ai prié dans la voiture en arrivant à Valette et Saint-Charbel m'a dit qu'il voulait venir ici. Alors je rigole, je dis mais comment on fait pour avoir des reliques? C'est impossible. Enfin, oui. Et donc il me dit écrivez au monastère et vous verrez. Et donc j'écris au monastère et le monastère d'Anaya nous a octroyé l'immense grâce d'avoir des reliques. Donc on a reçu au mois de décembre 2024 un joli reliquaire en forme de cèdre du Liban qui contient un peu du sang de Saint-Charbel. Et depuis, il y a quantité de grâces, de consolation, même de guérison intérieure, de choses qui arrivent. Donc pour Valette,
c'est un trésor inestimable. Ça a augmenté les visites justement dans cette église. Oui. Beaucoup de touristes viennent se recueillir sur les Alors beaucoup de pèlerins, les reliques. Oui, beaucoup de pèlerins. Et ça peut être aussi des touristes qui sont intrigués et qui finalement... Exactement, et puis des gens qui viennent de partout. Enfin, là on commence à avoir quelques ex-voto, même des gens qui ont obtenu des grâces grâce à Saint-Charbel, en ayant promis par exemple de venir faire un pèlerinage. On a un cas d'une dame de Toulouse dont le mari s'était suicidé. Et il s'était loupé et en fait il a été sauvé, enfin il a été guéri miraculeusement pour le coup. Et en fait elle avait promis à Saint-Charbel que si son mari guérissait, elle viendrait à Valette. Et donc elle est venue de Toulouse avec ses enfants. Voilà, je l'ai rencontrée. Bon, je vais y aller juste après alors. Voilà. Pour revenir, on pourrait en parler encore une fois des heures. Vous êtes captivant. Enfin, maintenant tout le monde le sait. Les auditeurs de Radio Fidélité savent qu'il faut venir à Valette au sein de l'église Notre-Dame. Revenons à Saint-Vincent-des-Vignes pour les 2 minutes qui nous restent. Ouais. Votre paroisse a 5 clochers. Est-ce que 5 clochers, ce sont 5 réalités différentes ? Alors oui, 5 réalités différentes parce que chaque clocher apporte son histoire. Quand on est à la Regrépierre, on n'est pas au Palais, on n'est pas à la Chapelle-Lin, on n'est pas à Mousillon. Mais en même temps, il y a une identité commune. Et puis maintenant, la paroisse existe quand même depuis 2002 dans sa forme réunifiée. Et donc, il y a quand même une habitude de travailler ensemble. Ouais. Donc c'est à la fois... Et puis c'est une paroisse très cohérente. C'est-à-dire que contrairement peut-être à d'autres endroits du diocèse où c'est plus difficile d'avoir des liens historiques entre les communautés, ici, voilà, déjà les distances sont courtes entre les clochers. La paroisse est petite, c'est une petite paroisse, 5 clochers aujourd'hui. Et c'est une paroisse qui a, depuis le début, pris l'habitude de bien travailler ensemble. Et donc, on a une communauté assez dynamique, tout en gardant des spécificités par clocher. Et vous avez un coordinateur par clocher. Oui, ce qu'on appelle un responsable de AL, d'équipe d'animation locale, qui est en fait le relais sur place, qui gère ne serait-ce que l'ouverture et la fermeture de l'église, l'entretien de l'église, enfin voilà, des choses très concrètes, et qui assure la présence catholique dans chacun des clochers. Ouais. Bon, on va revenir sur cette vie paroissiale. Il y a eu tellement de choses à dire. Merci Père pour ces premiers échanges. On va parler juste après cette pause qui nous donnera le temps qu'il fait dehors. On reviendra sur les dynamiques et les particularités de votre paroisse. Restez avec nous, on revient juste après la météo. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers en direct de Valette. Tiffaine Sellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Un tableau ancien, un bijou, des vins précieux ou une antiquité asiatique. Faites-les expertiser par maître Paul-Marie Musnier, commissaire-priseur dans tout le Grand Ouest. Estimation, vente, expertise, il met son savoir-faire en toute confidentialité au service de vos biens, qu'ils viennent d'une succession ou de votre grenier. Maître Musnier vous accueille dans son bureau nantais ou se déplace à domicile. Appelez le 06 62 888 105. 06 62 888 105. Et retrouvez toutes les infos sur www.milon.com. Hiver comme été, soyez toujours protégés avec la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Pour vos contrats santé, auto, habitation, faites le choix d'un assureur catholique et solidaire. Renseignez-vous sur saint-christophe-assurance.fr. Et un point sur votre météo en ce vendredi 26 septembre. Ce matin, profitez vite des éclaircies avant que quelques nuages n'envahissent le ciel cet après-midi. Vous pourrez vous attendre à 14 degrés à Sautron à votre réveil, et également à Treillères, à Orvaux, 13 degrés sur la côte à Pornic, Saint-Brévin-les-Pins ou encore la Plaine-sur-Mer. Cet après-midi, c'est un temps sec qui domine avec quelques passages nuageux comme on l'a dit. 16 degrés sont attendus à Nantes, Saint-Herblain et Rezé. 17 à Oudon, Mauves-sur-Loire et Carquefou et 19 degrés pour Valette, Clisson ou encore le Landreau. En soirée, c'est un ciel qui se voile doucement, une douceur qui se maintiendra. 12 degrés sont attendus à La Planche, Gorges ou encore la Bruffrière, 13 à Monnières, Château-Thébaux et Mesdon-sur-Sèvre et 14 degrés sur le littoral à la Bernerie, Arton-en-Ré ou encore Saint-Jean-de-Mont. Pour ce qui est des marées, la marée basse aura lieu aujourd'hui à 17h41, la première marée haute à 9h19 et la prochaine à 21h36 avec un coefficient de 83. Voilà pour votre météo, on retrouve tout de suite Tiffaine Sellier qui est en direct de Valette pour le Tour des Clochers.
en direct de Valette. C'est le Tour des Clochers. Il est 7h31 et nous poursuivons notre tour des clochers en direct de la paroisse Saint-Vincent-de-Vigny à Valette. On rejoint Tiffaine Sellier. Rebonjour Tiffaine. Rebonjour Clara. Et oui, on va maintenant rencontrer des acteurs qui font vivre cette communauté paroissiale au quotidien, toujours avec le père Hervé Godin à nos côtés. Et pour commencer, ce sont deux femmes assez importantes dans cette paroisse. J'ai voulu dire très importantes, mais ils m'ont dit non, mais pas très, on n'est pas très importantes. Annie-France Vaillen et Sophie Alreau que nous accueillons. Bonjour mesdames. Bonjour Tiffaine. Annie-France Vaillen, vous êtes la coordinatrice pastorale paroissiale depuis un peu plus de 2 ans. Et ça en remplacement de Marie Morgan, mais vous êtes bénévole depuis plus de 15 ans, donc vous la connaissez cette paroisse. Coordinatrice pastorale paroissiale, c'est une fonction qui s'installe petit à petit dans toutes les paroisses, mais ça veut dire quoi au fond être une CPP ? Alors une CPP. Alors je vais vous demander de vous mettre un petit peu plus devant le micro. Une CPP c'est aussi une LEM, donc à ce laïque titre, en mission. Voilà, donc à ce titre j'ai reçu une lettre de mission de mon évêque. La CPP, elle fait le lien entre les paroissiens, le curé, le AP et les bénévoles et les diacres. N'oublions pas nos diacres. La CPP, alors son travail, c'est beaucoup de choses. C'est les plannings, c'est les inscriptions diverses. Et c'est une salariée, hein. C'est une salariée, oui, pardon. Je suis salariée à mi-temps. Voilà, à mi-temps, mais en fait, c'est presque un temps plein que vous faites. Alors, non. Parce que dans l'église, c'est un peu comme ça en général, pardon. Alors, je suis salariée à mi-temps, mais dans ma tête, oui, c'est toujours. En termes de charge mentale. Voilà, la charge mentale est assez importante. Quand j'arrive à la messe le dimanche, je me dis waouh, qu'est-ce que j'ai pu oublier, qu'est-ce qui va se passer. Enfin voilà, est-ce qu'il y aura tout, est-ce que la PU a été mise sur le site. Enfin voilà. La PU, prière universelle pour ceux qui ne savent pas. Et puis la CPP, c'est aussi le vis-à-vis du curé. Oui. Parce qu'en fait, c'est la personne avec qui je travaille le plus directement. Donc, quand on réfléchit ensemble, qu'on prépare des projets, qu'on lance... Enfin, je teste des idées sur Annie-France, qui est plutôt bon public. Ça veut dire quoi, je teste des idées? Vous lui soumettez des projets? Voilà, par exemple, je lui dis tiens, et si on faisait ça? Et elle me dit non, ça a très mauvaise idée, ou très bonne idée, ou voilà, oui, voilà. Alors donc, c'est presque une idée à la seconde avec l'abbé, donc voilà, faut suivre. Mais bon, voilà, avec l'EAP, on essaie aussi d'être force de proposition, voilà, en se demandant toujours comment annoncer Jésus, c'est la principale mission. Et vous êtes épaulé par, vous m'avez dit, 300 bénévoles. Et vous aviez dit, Père, au moment de votre arrivée, à nos confrères de Ouest France, que... je vous cite, nous pouvons compter sur une équipe très dynamique, alors d'une centaine peut-être à l'époque, de bénévoles pour les différentes tâches. Cela compte énormément. La paroisse est très vivante grâce à eux. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Annie-France? Oui, complètement. La paroisse ne peut pas fonctionner sans ses bénévoles. Des bénévoles pour la pastorale. Lucie vous en parlera tout à l'heure. Oui. Donc c'est un poste clairement de l'EM, mais elle est bénévole. Des bénévoles pour toute la pastorale, donc du baptême jusqu'aux funérailles. Mais aussi la musique, les fleurs, les chantres. Moi, j'ai une collègue qui m'aide 2 matinées par semaine au secrétariat. Il y a des marguilliers, il y a les dames qui viennent plier le bulletin. Donc ça, c'est une petite équipe aussi fraternelle. Voilà, tous les 15 jours, elles viennent prendre leur petit café, plier le bulletin, les messieurs qui viennent l'imprimer. Enfin voilà, il y a beaucoup de bénévoles. Et le service de l'économa, quand même. J'en oublie certains. C'est important. Oui, l'économa. Sans ça, on ne fait pas fonctionner une paroisse. Non. Les dames qui viennent tenir la permanence le matin, enfin voilà. On est tous des petits instruments au service du bon Dieu, mais voilà, on fonctionne tous les uns avec les autres. Il y a mon jardinier aussi. Voilà. C'est très chic de dire ça, mais il y a un jardinier que j'aime beaucoup, qui entretient magnifiquement le jardin du presbytère. Ouais, on est très gâtés. Je pense que j'ai les plus belles roses du canton. Oh là 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 là, non mais incroyable, vous avez un jardinier et vous avez aussi une gouvernante, Sophie Alreau. On dit de vous que vous êtes l'âme de la cure, mais concrètement, que fait l'âme d'une paroisse au quotidien? Reçoit les paroissiens avec le sourire. D'accord, et elle s'occupe du curé aussi? Alors, elle s'occupe du curé, depuis 31 ans, j'ai vu pas mal de curés. 31 ans de gouvernance. Ans ici. 31 ans de bonheur à la paroisse. Au Quand service, même.
Je suis rentrée ici par hasard. Il y avait une annonce et je suis venue me présenter au père Francis Sauvêtre. Et je suis toujours restée. J'ai adoré. C'est le plaisir, c'est le bonheur. C'est le bonheur, mais ça doit pas être évident quand même d'être au service de ces messieurs. On s'adapte. Ouais. On s'adapte. C'est ça. Il faut de l'adaptabilité. Oui. Moi, je suis souple. Je m'adapte à tout le monde. Je sais ce qu'il faut faire dans une maison. Je gère et avec le père Godin, ça a été moins la bonne du curé, ça a été la gouvernante. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Importantes. C'est que gouvernante, en réalité, c'est ce qu'on appelait à l'époque la bonne du curé, c'est ça. Hein. Alors, c'est pas tout à fait la même chose pour moi. C'est-à-dire que, alors déjà, je déteste le mot. Oui, non, mais moi aussi, évidemment. En fait, Sophie n'est pas ma bonne. Non, mais c'est quand même important de le dire. Et puis, en fait, ce qui a changé dans la vie de Sophie, c'est que quand je suis arrivé sur la paroisse, je suis arrivé seul comme prêtre, alors qu'avant moi, il y avait plusieurs prêtres dans la paroisse. Et donc, du coup, forcément, la vie au presbytère a changé en termes d'organisation, parce que c'est pas la même chose de gérer 3 prêtres à demeure que d'en gérer un seul. Il se trouve que, de tempérament, je suis aussi quelqu'un de plutôt indépendant, et donc il a fallu qu'on s'ajuste, voilà. Et du coup, on a élargi le poste de Sophie, qui, en plus de tâches effectivement d'entretien ou un peu de cuisine dans la maison, moi je souhaitais qu'elle ait aussi un rôle de gestion des bénévoles qui passent au presbytère. Parce qu'en fait, il faut imaginer que c'est une vraie ruche ici le matin. Oui, du coup, vous travaillez pas mal ensemble, oui. CPP et gouvernante. Tous les matins, on est ensemble. Oui. Voilà. Tous les matins, on est chouette, ça fait un travail d'équipe, quoi. Ah, mais c'est génial. Et puis Sophie gère aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les consommables sur la paroisse. C'est-à-dire que toutes les bougies, les commandes de bougies, les commandes de charbon, les commandes d'encens, les commandes de cierges, les commandes d'images, les commandes de... tout ce dont une paroisse a besoin pour fonctionner matériellement. Donc c'est un travail énorme en réalité. Oui, donc c'est pas seulement votre quotidien à vous, mais le quotidien de cette maison qui recèle beaucoup d'âmes. En fait, c'est une ruche, et donc il faut quelqu'un qui s'occupe de la ruche, et donc c'est Sophie. C'est la reine. C'est Sophie qui fait tourner, voilà. Et vous êtes la mémoire vivante de cette paroisse, et vous avez travaillé avec 7 curés. Oui. Racontez-nous, vous avez sûrement, je ne sais pas, des souvenirs qui vous reviennent, peut-être quelques secrets à nous confier. Je ne vais pas vous dire les secrets. Oh, dommage. Secret professionnel. Oui. Quand je suis arrivée là, on me connaissait, je suis une Valtaise, et quand je me suis mariée, j'avais mon nom de femme mariée, et les gens demandaient mon nom de femme mariée. Ils ne me connaissaient pas. Et après, on m'a appelée Sophie de la Cure. Vous êtes devenue aristo. Alors maintenant, je suis Sophie de la Cure. Et je garde ma particule. C'est génial. Je peux vous dire que moi, quand je vais faire des courses à Valette, quand je vais chez certains commerçants, ils me demandent des nouvelles de Sophie en me disant « Mais comment va Sophie ?» Je dis « Elle va très bien. » Ah, c'est excellent. Mais j'ai aussi le sentiment que vous devez être bien, parce que je sens qu'on rit ici. Et c'est ce que vous m'avez dit, Annie France. Mais c'est quoi le secret d'une telle ambiance ? Waouh, le secret d'une telle ambiance. Est-ce qu'il faut un curé qui soit... Ça a toujours été comme ça ? On aime ce qu'on fait déjà. Ouais. Voilà, Mais est-ce que ça a toujours été comme ça, Sophie ? Ça a toujours été une bonne ambiance ? Non, ça n'a pas toujours été comme ça, parce qu'à partir depuis quelques temps, avec le père Stéphane Blin, on a pris le petit café à 10h. Et depuis ce temps-là, on a toujours imposé ça. Et c'est convivial, on rigole, on blague un petit peu. Mais c'est important, ça aussi. Et les gens qui passent, vous voyez, j'ai un bar, les viennent au bar, dans la cuisine, et c'est ça, c'est important. Vous allez vraiment avoir envie de venir, chers auditeurs à Valette. Sachez que tous les matins à 10h, le presbytère est ouvert. Donc, il faut venir. C'est pas si loin de Nantes que ça. Venez voir Saint-Charbel. Et moi, en préparant cette émission, j'ai constaté une très grande vitalité dans la paroisse. Je regardais un peu, il y a Tremplin-Com pour les couples, le patronage, la frate, le parcours Zaché, le groupe Saint-Joseph pour les hommes, et j'en passe. On reviendra sur les propositions pour les jeunes avec Lucie de Charette dans quelques instants. Il y a des paroisses, en général, certaines paroisses, elles peinent à motiver les fidèles. Là, on a l'impression que c'est une vitalité qui vient comme ça. On sent un vrai élan. Oui, alors c'est Annie France, c'est dû à quoi ? On est très gâtés d'avoir tous ces bénévoles, et qui sont même force de proposition.
Parce que voilà, il y a une maman qui nous appelle en disant moi j'organiserais bien l'adoration pour les petits. Une paroissienne qui est aussi membre de l'EAP dit moi j'organiserais bien une journée pour les femmes. Donc cette année on a eu un week-end femmes. La contagieuse espérance, donc voilà, on vit des choses vraiment magnifiques et chacun y va de ses idées et voilà, ça contribue au dynamisme de la paroisse. Annie-France, c'est pas facile quand même d'être une CPP, on imagine, comme une laïque en mission, voilà, on le disait, ça demande du temps, même beaucoup de dons de soi, et la limite entre le bénévolat et le salariat dans l'église, c'est pas toujours évident, il faut être partout tout le temps aussi. Quelle qualité selon vous il faut pour assurer une telle mission ? Alors, il faut être polyvalente. C'est pour ça que c'est souvent des femmes. Dynamique, souriante, enfin voilà, accueillante, parce que je suis souvent le premier, enfin Sophie également et les dames de l'accueil, on est souvent le premier contact des gens qui viennent demander un sacrement. Donc voilà, on ne va pas les accueillir avec une tête d'enterrement, parce que ce ne serait pas un très beau témoignage. Voilà. Il faut être discrète, voilà, parce qu'on entend tout. Plein de choses. Ouais. Voilà, donc la discrétion fait vraiment partie intégrante de la mission. Mais moi, j'ai la chance d'avoir du soutien de l'abbé, de Sophie, de mes collègues. J'ai Émilie qui vient, je vous l'ai déjà dit. Et puis, j'ai aussi les autres CPP du vignoble, enfin du doyenné du vignoble, donc les 3 autres CPP. Donc il y a celle de Clisson. De Clisson, d'Aigrefeuille et du Leroux. Voilà, on est 4. Et vous travaillez ensemble conjointement ? On travaille ensemble et on mutualise nos forces pour organiser par exemple les journées du pardon, la venue des reliques. Donc cette année Saint-Louis-Marie. Les autres années on a eu Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette. Voilà. Donc ça on mutualise les forces. Les abbés aussi mutualisent au niveau des confessions. Voilà, ils s'entraident pour organiser ces belles journées du pardon sur tout le vignoble. Voilà, et cette petite équipe de CPP, c'est aussi un soutien pour moi. Voilà, on se voit à peu près 2 fois par mois, tous les 2 mois. Et on se raconte nos joies de la mission, nos difficultés de la mission. On dit plein de mal de nos curés. On imagine. Mais c'est un vrai soutien. Voilà. Quel regard vous portez sur ces 2 ans et demi passés, Annie-France ? Alors, j'en reviens pas déjà, que ça fasse déjà 2 ans et demi, ça passe vraiment trop vite. Que du bonheur, moi c'est vraiment que du bonheur. J'espère qu'on a bien travaillé, on a déjà fait plein de projets. On est parti à Rome en pèlerinage, enfin, voilà, on a fait des belles choses. On essaie de repartir là, en 2026. C'est vraiment que du bonheur. Ça va être, parce que c'est par 3 ans, alors ce non, sont des missions là, de 3 ans. c'est vraiment un congé mat, donc je suis le congé mat de Marie. Donc ma mission s'arrête en octobre l'année prochaine. Voilà, encore un an. Sophie, et vous, vous nous avez un peu dit le regard que vous portiez sur ces 30 années passées de bonheur. 30 ans encore ? Vous y voyez encore 30 ans ? Ah, pourquoi pas ? Non, quand même l'année prochaine, normalement, je suis en retraite, mais je pense que je vais continuer. Si monsieur le curé est encore là, j'espère. Je pense qu'on va la garder encore un peu, parce qu'on en a besoin. Sinon, il faut former quelqu'un d'autre, et puis c'est pas la même chose. Non, puis on s'attache quand même aux gens, donc quand on travaille bien ensemble, c'est vrai que c'est quand même... Voilà. C'est sympa cette ambiance. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir partagé vos expériences et souvenirs, de nous avoir ouvert les portes de cette paroisse. En direct de Valette, c'est le Tour des Clochers. Bonjour Gérard. Et nous accueillons tout de suite Lucie de Charette, responsable de la pastorale des jeunes. Merci. Bonjour Lucie. Bonjour Tiffaine. Est-ce que vous nous entendez bien, je pense ? Je rapproche votre micro. Nous sommes toujours avec le père Hervé Godin. Lucie, dites-nous tout. Quelles sont les activités et projets que la paroisse propose pour les jeunes ? Alors, moi, je m'occupe plus spécialement de tout ce qui est collège, lycée et étudiants. Donc, je vais plutôt vous parler de la catéchèse des plus grands, enfin de la pastorale des jeunes. Donc, nous proposons pour les collégiens un parcours le dimanche matin, 1 fois par mois, qui s'appelle le Croissance Pi. Et là, nous accueillons tous les jeunes de la 6e à la 3e, plus quelques lycéens qui préparent le baptême. Et en fait, ils ont des groupes différents pour la profession de foi, la confirmation, la préparation au baptême ou à la première communion. Donc le principe, c'est de se retrouver autour d'un petit déjeuner à 9h30 avec des croissants
qui viennent de la boulangerie de Valette. Donc voilà, petite Comment pub. les attirer? Salut la boulangerie Planchot qui travaille bien. Enfin, gastronome, ça vous intéresse? Vous jetez une tête? D'ailleurs, on a des chouquettes là, il faut que je les mette sur la table. Ah, avec grand plaisir. Oh là 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 là. Voilà, donc petit Je suis bien déjeuner accueillie. jusqu'à 10h, ensuite un petit temps de prière, et après chaque jeune rejoint son groupe. Donc j'ai différents animateurs qui prennent en charge voilà, les différents groupes, et puis après tout le monde se retrouve à la messe à 11h, où les parents peuvent récupérer après les jeunes après la messe. Voilà. En plus du croissant SPI, nous avons un groupe de grands lycéens, étudiants qui s'appelle le KTJ. KTJ. Alors là, c'est un peu, notre pépite, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, donc, nous avons eu 11 baptêmes de jeunes d'une vingtaine d'années. Et donc, c'est un groupe qui fonctionne très très bien. Alors, je ne fais rien de spécial pour aller les chercher. Ils arrivent et en fait, ils débarquent à une messe de semaine, un soir. Et en fait, ils demandent... Oui. Ils demandent le baptême, ils demandent la première communion, la confirmation. C'est grâce à des amis? Alors, comment ils arrivent? Ils ont tous des histoires incroyables. Il y en a beaucoup qui sont liés aussi au réseau Internet. Ouais. C'est-à-dire qu'ils entendent par exemple des témoignages de chrétiens ou de prêtres sur Internet. Et souvent ils nous disent j'ai vu l'abbé machin, voilà. Ouais. Et donc ils arrivent ici en disant voilà. Donc ils débarquent une messe de dimanche et ils n'ont jamais été à la messe de leur vie. Comme quoi l'évangélisation par le net marche. Et je nous demande, oui c'est vrai. Et mais après il faut aller jusqu'à l'église, c'est pas forcément facile. Après ça fait effet boule de neige. Ouais. Donc en fait ils ramènent des amis. Donc là dans le groupe des grands, là j'ai à peu près, il y a plus d'une vingtaine de jeunes. Mais en fait quand on les fait parler, ils ont tous des témoignages incroyables. Hein. Et il y en a de plus en plus justement des catéchumènes jeunes. Oui. C'est quelque chose que vous observez, ça? Depuis 3 ans. Oui. D'accord. Sans qu'on ait fait un programme. Et là cette année il va y avoir de nombreux baptêmes à la Vigile Pascale. C'est-à-dire que ça va être il y en a encore de baptêmes de jeunes. De jeunes et puis d'adultes, parce qu'en fait il y a aussi des familles. Là on a une famille entière qui va être baptisée, les 2 parents et les 2 enfants. Parfois les enfants entraînent les parents dans alors on a des parents qui vont faire leur confirmation, qui vont revenir faire leur première communion. En fait les jeunes sont tirés par les jeunes après. Et on a un autre couple aussi qui souhaite se préparer au mariage. Ils voulaient se marier religieusement, sauf qu'ils n'étaient pas baptisés. Donc en fait ils ont commencé le parcours de catéchuménat, ils vont être baptisés à Pâques et je vais célébrer leur mariage en 2027. Ça c'est des témoignages forts, ça. Oui. Il y a aussi le patronage. Oui, il y a aussi le patronage. Ouais. Voilà, donc ça c'est un peu notre bébé. Mais oui, à propos de patronage, moi vendredi dernier, avec le Tour des Clochers, on était à Guémené-Pinfo et on a justement beaucoup parlé de patronage. C'est quelque chose qui revient à la mode, parce que, pardon, moi j'en entendais pas parler quand j'étais plus jeune. Oui, c'est vrai. Pourquoi, selon vous? Parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a une véritable demande dans les villages, mais même dans les villes, En fait, les enfants sont tellement devant les écrans, livrés à eux-mêmes quand ils rentrent à la maison, etc., en fait, les parents sont heureux de savoir que leurs enfants sont pris en charge après l'école ou après le collège. Ils ne sont pas devant des écrans et que voilà, on les aide à faire leur travail. Donc, nous, on les accueille le mardi soir. On a une vingtaine de jeunes le mardi soir, primaire et collège. Ils arrivent à 17h, donc pour un temps d'abord le goûter. Ensuite, on va faire une petite catéchèse à l'église avec le père Hervé. Et puis après, il y a un temps d'aide aux devoirs. Donc on est plusieurs bénévoles à aider en fait, chacun à faire son travail. Donc il peut y avoir aussi du soutien. Et puis après, un temps de jeu ou d'activité. Donc par exemple, l'année dernière, ils ont travaillé le bois. Ils ont appris à fabriquer des boucliers en bois pour un jeu des boucliers qui est propre au patronage. On a fait du théâtre, donc on a monté une petite pièce de théâtre, un petit fabliau. On a joué devant pas mal de spectateurs au mois de juin. Voilà, tout ça dans une très bonne ambiance et un bon esprit familial. Voilà, donc on a un projet de pièce de théâtre aussi cette année. L'idée, c'est de mélanger des activités qui soient à la fois concrètes, manuelles, et en même temps un accompagnement spirituel. Tout à fait. Ici on joue, ici on prie. C'est la devise des patronages. Et ça s'arrête. Le jeu a beaucoup d'importance. Ça s'arrête à 19h30 le mardi. Donc quand les parents récupèrent leurs enfants, ils arrivent
de 2 heures d'activité super. Et les travaux domestiques sont faits. Donc, c'est-à-dire que quand ils rentrent chez eux, il n'y a pas pour les parents le souci des devoirs. La corvée de se remettre aux devoirs. Ouais. Et cette année, on a ouvert le mercredi aussi. Voilà, donc le mercredi après-midi, pour le moment, il y a 11-12 jeunes, surtout des primaires, quelques collégiens. Voilà, le but, c'est d'essayer de développer au maximum l'accueil qu'on pourrait proposer aux parents. Et voilà, alors on a de la chance parce qu'on a pas mal de bénévoles, soit des retraités, soit des grands jeunes qui viennent nous aider. Donc on a du monde à la fois le mardi soir et le mercredi après-midi. Parlez-nous de ces jeunes. Qu'est-ce qui les préoccupe finalement, ces jeunes qui ils sont? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui les préoccupe? Ce qui les préoccupe, c'est le monde actuel, donner du sens à leur vie. La plupart viennent de familles complètement éclatées où les parents sont séparés. Et ils ont confiance en l'Église? Ils n'ont pas peur? Alors, pas du tout. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu de peur par rapport à toutes les histoires qu'il y a en ce moment, etc. On n'a jamais eu de questions. En fait, ils ont besoin, je pense, de voir des adultes qui sont cohérents dans leur vie. Puis des adultes qui vont bien. Et puis des adultes qui vont bien, avec qui ils peuvent discuter aussi, parce que il y a toutes ces prises en charge, mais il y a aussi tout l'à côté. Donc, les entretiens qu'on peut avoir avec eux, les messages WhatsApp à 11h du soir parce qu'ils ont telle ou telle question. Voilà, en fait, il faut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils vous envoient des messages comme ça de temps en temps? Oui. Lucie, est-ce que le tatouage est permis par l'Église, par exemple, à 23h? C'est hyper intéressant. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que je réponds? Père, qu'est-ce qu'il faut répondre dans ces cas-là? Je ne sais pas, demander à Lucie. Non, mais concrètement, moi je me pose la question. Je réponds que dans la Bible, en fait, il n'y a rien d'écrit sur les tatouages, et dans la mesure où ça n'abîme pas le corps, le tatouage, ils peuvent se faire des tatouages, mais quand ça devient vraiment quelque chose pour se faire du mal, se mutiler ou abîmer le corps, oui, là, ça devient, c'est embêtant. Mais alors, donc, ça veut dire que l'Église, la foi, ou enfin plutôt la foi, ça leur sert quand même de chemin avec des interdits, des autorités. Enfin, en fait, ils n'ont pas ça. Pas des interdits. Ils demandent si c'est interdit ou pas. Justement, ils demandent. Non, en fait, on essaye de leur montrer que la foi chrétienne, c'est pas une morale. Oui, c'est ce que vous leur dites, mais est-ce que au départ, c'est peut-être qu'ils cherchent finalement, non? Non, c'est pas ce qu'ils cherchent. En fait, ce qu'ils découvrent ici, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie. Ouais. Et que l'Église, c'est pas un fossile, quoi. Oui. Et que tous les prêtres et tous les chrétiens sont pas des fossiles non plus. et en fait, non, j'avoue, vous êtes jeune. Ça, on a le même âge, donc forcément. Mais de fait, on est jeune encore. Et, bref. Et toujours est-il que j'en perds mes moyens, c'est terrible. Et toujours est-il que c'est ça qu'on essaie de transmettre, en fait, de leur dire. Vous savez, moi, je suis plutôt rebelle de nature, et donc je serais absolument pas devenu prêtre si le christianisme était un carcan. Ouais. Enfin, c'était une somme d'interdits et d'autorisations. On a déjà suffisamment de la société qui nous met des normes et des lois à gogo. On est dans une société ultra restrictive de nos libertés. Si c'est pour qu'en plus dans l'église on s'en rajoute une couche, non merci, quoi. Et en fait, ce qu'on essaie de dire aux jeunes justement, c'est que en fait il y a un chemin de bonheur qui nous est proposé, que nous on a un petit peu d'avance sur eux parce qu'on est un peu plus âgés quand même. Et qu'en fait c'est un chemin de vie, quoi. Ouais. Et que d'être en capacité de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, voilà. Et puis là-dessus on se retrouve bien avec Lucie, enfin sur beaucoup de choses, mais on s'entend bien notamment là-dessus parce que moi je déteste faire la morale aux gens. Enfin, j'estime que c'est pas mon rôle, et d'ailleurs le Christ ne fait pas la morale. Il reproche aux pharisiens de la faire, d'ailleurs, très souvent. Et donc, ce qui est essentiel, c'est de dire la vérité. Mais c'est pas la même chose. Dire la vérité aux gens, c'est pas les enfermer dans un carcan. Ils arrivent à le comprendre, ça très bien. Oui, parce qu'on leur répète. Moi, je leur dis tout le temps, quand on se retrouve, je suis pas là pour vous donner vous inculquer des notions intellectuelles, etc., mais pour vous faire rencontrer quelqu'un de vivant. Ouais. Et cette personne, c'est Jésus. Donc, je pense que ça, ils le comprennent. Et puis, leurs parents ont des préjugés sur l'Église, mais c'est incroyable. Il y en a une qui nous dit, quand donc elle s'est fait baptiser l'année dernière, elle a 20 ans, et quand elle a dit à ses parents qu'elle demandait le baptême, ses parents lui ont dit, tu vas finir bonne sœur avec un voile sur la tête. Et en fait, voilà, ils ont des clichés comme ça. Et finalement, les clichés sont cassés grâce aux jeunes. J'espère. Là, on a eu un cas
récemment d'une jeune fille là, qui se prépare qui demande le baptême, sauf qu'elle est mineure, donc on lui a dit il faut que tes parents donnent l'autorisation. Ouais. Et en fait, ses parents sont persuadés qu'elle est en train de rentrer dans une secte. Oh, oui. Donc en fait, on a rencontré les parents, enfin en tout cas la maman pour l'instant, pour lui déconstruire dire, ce exactement. Enfin, je dis, venez voir quoi. Ouais. Enfin, ouais. Franchement. Je pensais quelque chose tout à l'heure, vous parliez du croissance pi. Lucie, on va être honnête, pour un collégien, assister à la messe, c'est pas forcément évident. Enfin, moi j'ai des collégiens et je trouve ça assez difficile de leur dire vous restez assis à écouter des lectures et des chants qu'ils comprennent pas toujours. Comment vous faites justement pour que ce soit pas vécu comme une corvée ? On les drogue. Non, je rigole. Comment dans le chocolat chaud, il y a de la drogue. Non, en fait, le fait d'être avec les autres, déjà, ça les stimule. Ouais. Donc le fait d'être en groupe, on est avec eux, les animateurs, on est avec eux, donc pendant la messe, souvent ils posent des questions. Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi on se met à genoux ? Pourquoi on est debout ? Donc on n'a pas tellement eu finalement de collégiens. En fait, ils sont contents de se retrouver tous ensemble à la messe. Oui, il faut qu'ils soient tous là, en fait. Il y a le phénomène de groupe, oui. Donc c'est pas forcément facile de les faire venir tous les dimanches, mais au moins une fois par mois, vous y arrivez. Quelques-uns viennent avec leurs parents. Il y en a beaucoup qui viennent tous les dimanches. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi qui viennent au pas trop. Donc en fait, ça fait un ensemble. Et puis il faut la cohérence. La messe de 11h ici, il y a à peu près 700 personnes à la messe, et il y a, je dirais, 60% des 700 personnes qui a moins de 60 ans. Donc on n'est pas du tout sur une paroisse. En fait, ils voient d'autres jeunes, d'autres enfants. En fait, quand ils viennent à la messe, et d'ailleurs les parents nous le disent, ils hallucinent. La première fois qu'ils accompagnent leurs enfants à la messe, en fait, ils découvrent que une paroisse. Il y a des gens qui ont 40 ans, 30 ans, 20 ans. Ça, c'est quand même assez original. Pour les quelques secondes qui nous restent, vous diriez quoi ? C'est quoi les défis de votre mission aujourd'hui, Lucie ? Face à la déchristianisation, aux écrans, aux emplois du temps des jeunes essayer d'apporter de l'espérance à tous ces jeunes et leur donner effectivement, leur permettre de vivre cette rencontre avec le Christ et qui va changer toute leur vie. Voilà, et qui les rendra heureux. Merci D'ailleurs, beaucoup. On voit, certains arrivent très fermés et au bout d'un an s'ouvrent et sont souriants. Ça doit être heureux. votre plus belle joie. Ah oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup Lucie d'avoir pris le temps de partager votre mission auprès des jeunes valtais. Il est 7h58 et juste après l'essentiel de l'information, nous continuerons notre découverte de Valette. Nous serons en compagnie de Jérôme Marchais, maire de la commune, pour une demi-heure d'échange avec le père Hervé Godin. Vous découvrirez un duo un peu à la manière de Don Camillo et Pépone, entre discussions passionnantes, complicité et petites joutes amicales. Restez avec nous sur Radio Fidélité. La suite du Tour des Clochers, c'est juste après les Flash Infos. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers en direct de Valette. Tiffaine Sellier et ses invités reviennent dans quelques instants. Toutes les assurances se valent, me direz-vous ? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Un tableau ancien, un bijou, des vins précieux ou une antiquité asiatique. Faites-les expertiser par maître Paul-Marie Musnier, commissaire-priseur dans tout le Grand Ouest. Estimation, vente, expertise, il met son savoir-faire en toute confidentialité au service de vos biens, qu'ils viennent d'une succession ou de votre grenier. Maître Musnier vous accueille dans son bureau nantais ou se déplace à domicile. Appelez le 06 62 888 105. 06 62 888 105. Et retrouvez toutes les infos sur www.milon.com. Radio Fidélité, il est 8h. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à ceux qui nous accompagnent déjà depuis le début de cette matinale en ce vendredi 26 septembre. Le week-end approche et avec lui le Tour des Clochers depuis ce matin. Tiffaine Sellier est en direct de la paroisse de Valette pour nous faire découvrir son clocher et ceux qui le font vivre. On va la rejoindre juste après, mais d'abord place à votre Flash Info avec Marie Sarfati.
L'essentiel de l'actualité, nouvelle journée de mobilisation agricole partout en France ce vendredi. C'est à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Des rassemblements et des actions sont organisés contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, mais aussi contre les droits de douane américains et les importations jugées déloyales. Les réactions fusent après la condamnation de Nicolas Sarkozy hier. L'ancien président a écopé de 5 ans de prison avec exécution provisoire pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens de 2007. La droite dénonce une décision politique extrêmement sévère quand la gauche la qualifie d'historique en rappelant que personne n'est au-dessus des lois. À l'international, Donald Trump a annoncé hier une nouvelle salve de droits de douane sur son réseau Trou Social. À partir du 1er octobre, les médicaments brevetés importés seront taxés à 100%, sauf s'ils sont produits aux États-Unis. Il a également parlé de 25% de taxes sur les poids lourds étrangers et jusqu'à 50% sur certains meubles. Enfin en foot, retour de la Ligue 1 ce soir. Marseille ouvre le bal face à Strasbourg. Un match à suivre à 20h45. Au CR-PSG, ce sera demain et Rennes contre Lens dimanche soir. Votre flash info avec Marie Sarfati à retrouver dès 9h. Radio Fidélité, l'information locale à 8h. Et à la une de l'actualité, la prostitution des mineurs à Saint-Nazaire alerte les autorités locales. Mercredi dernier, le maire David Samzin a dénoncé des situations préoccupantes malgré les propos de la procureure qui assure ne pas avoir de plainte ni de réseau identifié. Plusieurs signalements ont été remontés par des enseignants et des soignants, certains via l'article 40 concernant des adolescentes exploitées par leur entourage ou un petit ami. Le maire demande des réponses claires et annonce qu'il sollicitera prochainement une audience auprès de la justice. René Martin, créateur de la Folle Journée, annonce se mettre en retrait le temps d'un audit interne. Décision prise suite à l'apparition d'une enquête de médiacité et de la lettre du musicien dénonçant un management toxique entre humiliation, ambiance délétère ou sexualisée. La maire de Nantes, Johanna Roland, parle d'une absolue nécessité et appelle à tirer rapidement toutes les conséquences. Aucune plainte n'a pour l'heure été déposée. René Martin, lui, rejette fermement ces accusations. C'est une décision validée hier par le conseil de surveillance. Le centre de réadaptation de Maubreuil va quitter Tourmaline à Saint-Herblain pour s'installer à l'hôpital Laënnec d'ici 2030. La capacité passera de 100 à 150 lits. Rappelons-le, Laënnec devait fermer totalement en 2027 avec le futur CHU sur l'île de Nantes. Finalement, il restera ouvert et sera même renforcé avec aussi l'arrivée d'un centre privé de réadaptation, une offre de biologie ainsi que de pharmacie. Voilà pour votre flash info d'actualité et on rejoint tout de suite Tiffaine Sellier avec le tour des clochers. Mais avant ça, la météo du jour. Hiver comme été, soyez toujours protégés avec la mutuelle Saint-Christophe Assurance. Pour vos contrats santé, auto, habitation, faites le choix d'un assureur catholique et solidaire. Renseignez-vous sur saint-christophe-assurance.fr. Et avant de retrouver Tiffaine, un petit point sur la météo. Ce matin, le soleil perce à travers les nuages. Une belle opportunité pour vous de commencer la journée du bon pied. Vous avez 14 degrés à Basse-Goulaine, Saint-Étienne-de-Montluc ou encore Couëron. 13 degrés à Saint-Michel-Chef-Chef, Préfaille ou encore Pornic. Cet après-midi, le département reste au sec, alternant nuages et soleil. 16 degrés sont attendus à Nantes-Rezé, 17 à Mauves-sur-Loire et 19 à Valette. En soirée, c'est un voile nuageux qui s'installe. 12 degrés sont prévus à Gorges-la-Bruffière, 13 à Monnières, Château-Thébot ou encore 14 pour le littoral. Côté marée basse prévue à 17h41. La première marée haute aura lieu à 9h19, la prochaine à 21h36 avec un coefficient de 83. On se retrouve juste après cette courte pause publicité. C'est tout de suite. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel. Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. En direct de Valette, c'est le Tour des clochers.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, il est 8h05 et nous reprenons notre tour des clochers à Valette où le café coule à la paroisse Saint-François-des-Vignes avec le père Hervé Godin. Saint-Vincent-des-Vignes. J'ai dit Saint-François. Oh. On aime bien Saint-François aussi, mais c'est Saint-Vincent. Bah oui, merci de m'avoir repris. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je reprends, c'est pas grave, mais vous êtes avec nous depuis 7h ce matin, Père Hervé Godin. C'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué. Bah oui, là ça commence à venir. Et nous sommes rejoints par Jérôme Marchais. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous tôt ce matin. Oui, on est bien accueillis, le café, les croissants, tout est magnifique. Et je précise que vous êtes également vice-président en charge de la culture, des piscines et du sport de la communauté de communes Sèvres-et-Loire. C'est exactement ça. Oui. Voilà. Et ben écoutez, moi je trouve ça toujours sympathique de voir ensemble et le curé et le maire. On a en tête Don Camillo et Pépone, je l'avais dit en introduction, et c'est comme ça que vous m'avez présenté votre duo avec Jérôme Marchais, Père Godin. Avec vous, il manque plus que l'instituteur, parce que dans votre cas, l'entente n'est pas seulement cordiale, vous fonctionnez très bien ensemble. Alors comment se passe la première rencontre entre un maire et un curé ? Est-ce que c'est le prêtre qui vient se présenter à la mairie, ou bien c'est le maire qui tient à rencontrer le nouveau curé ? Ah, pas du tout. Nous, c'était assez paradoxal dans le sens où c'était l'occasion d'une cérémonie du 11 novembre où on s'est retrouvés côte à côte, voilà, au repas que l'on fait habituellement avec les anciens combattants. Et puis bon, la fusion a passé rapidement. Du vouvoiement, on est passé rapidement au tutoiement. Et puis ensuite, on est allé même chanter une petite chanson ensemble pour faire un petit duo. On n'en est pas encore à se faire la bise, je rassure. Non, pas du tout. Non, mais voilà. Mais c'est en cours. Et ça a été très entre guillemets, fusionnel et puis très simple. Très simple. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai entendu dire quand même, c'est que vous n'aimez pas chanter. J'aime pas chanter. Et en fait, vous avez voulu refiler la patate chaude au curé, mais qui ne s'est pas laissé faire. Non, parce qu'il m'a provoqué. Voilà, donc ça a commencé par une espèce de petit duel. Qui sortira son pistolet en premier ? Qui a gagné le premier ? Dis-le. Alors, la première fois, je pense que c'est toi, parce qu'on voit que tu es plus habitué quand même à t'exprimer devant du public par rapport à moi. Mais ceci étant, après, j'ai pris ma revanche. Ouais. Voilà. C'est vrai, je suis obligé de reconnaître que j'ai pas toujours gagné. C'était quoi cette revanche ? La chanson ? Ah non, c'est que du coup vous avez chanté à deux. Oui. Et on fait un carton tous les ans parce qu'en fait le problème c'est qu'on a été obligé de refaire le sketch plusieurs fois. Et tous les ans, c'est le moment attendu. Alors on n'est pas au stade de remplir des zéniths. On est clair, on reste quand même sur un stade très modeste. Donc le 11 novembre, il faut venir ici pour vous entendre chanter ensemble. On a un auditoire de 150-200 personnes, pas plus. C'est pas mal quand même. Oui, on a l'avantage, c'est que tous nos auditeurs de ce jour-là sont équipés de prothèses auditives. Tant qu'ils n'entendent pas si ça chante faux. Ça limite les dégâts. Oui. Et puis avant, il nous faut aussi prendre l'apéritif avant de pouvoir se lancer correctement, parce que c'est important pour la voix. À quel moment vous êtes dit que que vous alliez bien fonctionner ensemble ? C'est à ce moment-là, c'est ce 11 novembre ? Ça se programme pas, ça c'est naturel. En fait, honnêtement, moi, la première fois que j'ai croisé Jérôme Marchais, donc comme il le disait, c'était donc à cette cérémonie du 11 novembre. Et en fait, il y a eu une affinité naturelle entre nous. C'est-à-dire que je pense que nos deux caractères s'accordent bien, qu'on s'entend bien, et que, en fait, chacun connaît le chant, cette fois-ci AMP de l'autre. Et du coup, on a une collaboration qui est naturelle parce qu'en fait, dans la société, le maire et le curé, ça reste malgré tout, surtout dans une commune comme la nôtre, là, qui est en périurbain, des figures locales, qu'on a quand même un réseau tous les deux important. Voilà. Et ça donne quoi au quotidien, cette collaboration, justement ? Concrètement, vous appelez... C'est une complémentarité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des rôles très, très, très différents. Chacun, effectivement, va qu'à ses propres occupations, mais lorsqu'on a besoin de se contacter, lorsqu'on a besoin de se rencontrer, de discuter, d'échanger et de faire le point sur l'évolution sociétale de la collectivité, eh bien, on est au rendez-vous, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, ça se fait très simplement. Ça peut être sur des choses très concrètes. On a eu le cas, par exemple, sur une triste sépulture un jour où il fallait intervenir et savoir comment intervenir.
Donc on s'est retrouvé ici même, dans cette maison, hein, et voilà, ça joue de cette façon. Ouais. Cette maison d'ailleurs qui appartient aujourd'hui au diocèse, qui était au début de mon mandat, moi, à la propriété de la collectivité, mais dans une question de complémentarité, on a fait ce qu'on appelle un échange foncier, de manière à ce que cette maison reste et demeure la demeure des curés. Au début de votre premier mandat, il y a 10 ans. Oui, voilà, c'est ça, c'est votre deuxième mandat. En fait, on a 2014. On a échangé le cinéma, qui était l'ancien patronage, contre la cure, qui était communale. Voilà. Et en fait, ça fonctionne plutôt bien, parce qu'aujourd'hui, qui est en face. On a un super cinéma à Valette qui fonctionne bien. Oui. Et voilà. Et puis la cure, nous, on a des projets. Enfin, voilà, oui. Puis si vous voulez, Hervé, son rôle, c'est de s'occuper du culte, et moi de la culture. On rajoute tout simplement. Donc, alors ça fonctionne. Tu t'attendais pas à ça? Non. Désolé. C'est pas mal. Il n'y a pas que la culture. Oui, vous avez un souci partagé de servir votre communauté, chacun dans son rôle, hein, vous l'avez dit. Oui, mais il y a une complémentarité. C'est-à-dire que Hervé va pouvoir toucher des personnes d'une façon différente que nous, on va les toucher. Ouais. Le côté social est très important. Tout à l'heure, je vous ai écouté évoquer les réseaux Internet, l'omniprésence des téléphones aux mains de nos jeunes. Ça fait partie des choses qui aujourd'hui les isolent et qui font en sorte que malheureusement le lien social est de plus en plus difficile à trouver. Et ça, c'est un souci partagé. Complètement. Ouais. Complètement. Mais concrètement, on le sait, la question de l'entretien des monuments religieux revient à la commune. Oui. Alors, à partir du mois d'octobre, monsieur le maire, la mairie entame des travaux considérables sur une partie de la toiture de l'église Notre-Dame de l'Assomption, qui est juste derrière nous. Ça va forcément de soi pour une mairie de participer à la restauration d'une partie des monuments religieux. C'est logique. Ouais. C'est logique, hein. Ce bâtiment est avant tout un bâtiment municipal. Pour les Valtais, c'est l'emblème. C'est l'emblème. C'est-à-dire que moi, je peux prendre le cas, par exemple, d'un membre de ma famille qui habitait Paris et qui, lorsqu'il rentrait sur Valette à l'époque, c'était tout le temps un long chemin pour arriver jusqu'à Valette, des centres de Paris, s'arrêtait à un endroit précis, il me l'a souvent relaté, et il avait les larmes aux yeux de voir l'église, parce qu'il rentrait chez lui. C'était le symbole. C'est le bâtiment le plus haut, c'est le bâtiment où il y a beaucoup d'événements qui s'y passent, des choses absolument, des choses gaies, des choses malheureusement tristes, des séparations, des évolutions de vie qui font que c'est une emblème et on se doit de l'entretenir. Et malheureusement, les épisodes qu'on a pu connaître sur le plan national, que ce soit la cathédrale de Nantes ou que ce soit bien évidemment Notre-Dame, a fait comprendre à la population, même ceux qui ne comprennent pas pourquoi on investit, que ça fait partie des bâtiments patrimoniaux d'une collectivité. Et moi, j'en suis ravi. C'est un investissement important pour la commune ? Là, la restauration de... Cette restauration, on va la faire en plusieurs parties. La première étape, c'est à peu près 240 000 €. C'est une partie de la toiture sur toute la partie inférieure de l'église. Il y a eu des drones qui sont passés pour analyser le reste de la toiture. Et puis après, on a un très gros travail qu'on doit mener, sur lequel il y aura des études complémentaires sur le crépi. Alors la raison, elle est très très simple. C'est que là, c'est d'ordre technique. Quand le crépi de l'église a été refait dans les années 70, il y a eu malheureusement trop d'apports de ciment, si bien que l'église ne respire pas suffisamment bien, il faut travailler qu'avec de la chaux. Donc c'est une technique particulière qui aujourd'hui n'est pas à la portée de tous les artisans, mais ça fait partie des choses effectivement à retravailler, donc il va falloir se lancer dessus. Si on était amené, sur la base des éléments que j'avais en 2014, à retravailler l'intégralité de l'église, on serait sur un budget de 3 millions €. Elle est grande, hein. Moi, pour que les auditeurs se rendent compte, parce qu'ils ne sont pas encore tous venus à Valette, ça va venir. Mais ça va venir. Le bâtiment fait 70 mètres de long, à peu près. Il y a une tour clocher qui fait une 50aine de mètres de haut, et le sous-nef, dans la nef sous voûte, on est à 21 mètres de haut. Donc vous voyez, ça fait un volume quand même assez considérable. C'est une des plus grandes du vignoble. Oui, et puis elle a une particularité, donc elle est de style néogothique, elle date de la fin du 19e, mais elle a une particularité très élégante d'ailleurs, c'est qu'elle a un déambulatoire avec des chapelles. Donc c'est à la fois ce qui fait sa beauté, puis en même temps aussi sa fragilité, puisque forcément ça multiplie la prise pour les infiltrations. Et donc là, le travail qui va être effectué par elle est juste derrière moi, il faut que je prenne des photos, elle est magnifique. C'est précisément de
de mettre l'église dans un état de protection pour éviter que les pierres se gorgent d'eau, s'abîment et qu'on ait des chutes de particules, par exemple, à l'intérieur de l'église. Je profite pour dire que, puisqu'on parle de ça, que moi j'ai la chance comme curé d'avoir justement cette bonne intelligence de travail avec la mairie, avec les services de la mairie, parce que là il y a ces gros chantiers-là, mais il y a aussi le quotidien de l'entretien de l'église, c'est-à-dire que un bâtiment comme ça qui date du 19e, vous imaginez bien qu'il y a des questions d'électricité, des questions de sécurité, des questions de mise aux normes, des questions de cloches. Là, le beffroi de Valette a été refait intégralement il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Ouais. 2 ans. Et en fait, moi, je tiens à remercier publiquement là, le maire et puis ses services, parce que, en fait, honnêtement, c'est facile. C'est-à-dire que, et j'ai cette chance-là sur la paroisse, c'est-à-dire que ma paroisse, c'est 5 communes et donc c'est 5 maires. Et avec les 5 maires de la commune, enfin des communes, pardon, de la paroisse, il y a cette facilité de contact qui fait que, ben voilà, on travaille en bonne intelligence. Sur ma paroisse, il y a l'église de Mousillon qui est fermée et qui va être déconstruite parce qu'en fait, elle est arrivée au bout de sa vie et que malheureusement, là, on peut plus la sauver. Et donc, il y a un projet de reconstruction d'église et on travaille avec la municipalité. C'est un projet très lourd parce que symboliquement, c'est quand même compliqué, que financièrement, vous imaginez que c'est un gouffre. Oui. Et en fait, il faut qu'on soit responsable et qu'on travaille ensemble. Et moi, j'ai la chance d'avoir des interlocuteurs en face de moi qui sont des gens qui aiment leur territoire, qui sont sensibles à la culture et qui du coup font en sorte que les éléments de patrimoine de nos communes, et notamment le patrimoine, parce qu'on parlera peut-être aussi tout à l'heure avec Gabriel Arnaud du petit patrimoine. On a ici une association qui restaure les calvaires, qui sont très nombreux. Les fontaines, la fontaine de Saint-Julien à Mousillon a été restaurée. C'est la fontaine par laquelle est arrivé Saint-Louis, le roi de France, quand il est venu jusqu'à Valette. Et donc voilà, et donc les communes jouent le jeu, alors qu'ils ont quantité de dossiers par ailleurs. Enfin, faut voir aujourd'hui ce qu'on demande aux maires. Mais ils n'oublient pas le patrimoine. En termes de responsabilité. Donc voilà, ça, pour moi, c'est vraiment une chance. Et on reviendra justement sur l'histoire de Notre-Dame. Si vous voulez, le côté patrimonial, le côté bâtiment est important, mais le plus important, c'est ce qu'on met dedans. Parce qu'on peut faire tous les bâtiments du monde, on peut imaginer tout ce que l'on peut en termes de création, on peut, mais comment on le fait vivre ? C'est ce qui est important aujourd'hui. Et moi, je vais très brièvement vous citer une phrase du général de Gaulle qui disait que l'enjeu du siècle, depuis 1969, c'était effectivement de la place de l'homme dans la société, le fait qu'il se trouve et qu'il arrive à s'épanouir sereinement dans un univers. Donc les bâtiments comme celui-ci sont à entretenir, sont à notre charge, c'est à nous de prendre conscience, mais ensuite ça a d'autant plus de valeur si demain il vit. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est là où votre collaboration est très importante. Et là, depuis que Hervé est arrivé, ça vit. C'était pas le cas avant ? Si, c'était le cas avant, mais les rapports n'étaient pas les mêmes. Je vais prendre le cas, par exemple, de ce qui s'est passé pour cette cure, quand on en avait évoqué tout à l'heure, l'échange foncier avec le cinéma Le Cep. Ma prédécesseur avait imaginé peut-être de faire de ce logement des logements sociaux. Et le père curé qui était à la place d'Hervé à l'époque... C'est réussi, parce que quand tu vois les cas sociaux qui habitent là maintenant... Surtout le père. Et donc, en l'occurrence, le père Hervé, donc, son prédécesseur était venu rapidement me voir pour me demander quel était mon ressenti. Moi, de Valtais de pure souche, j'ai toujours connu ce bâtiment comme la cure, et je ne vois pas en quoi ce bâtiment devait changer d'affectation. Donc on a fait en sorte de faire cet échange foncier, si bien que ça amène... Alors on avait effectivement à l'époque eu contact avec l'évêque, ça nous amène quand même une certaine sérénité, puis une certaine tranquillité, et puis cette maison, elle est faite pour ça. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui elle appartient, et tant mieux, à l'évêché. Vous avez toujours été investi dans la mairie avant d'être maire il y a 10 ans. Je suis un vieux, je suis un fossile. C'est ça le terme, Hervé, c'est fossile. Un fossile. Oui, je suis un fossile. Non, je suis rendu à c'est mon 5e mandat actuellement. C'est mon 5e mandat. J'ai eu 2 mandats avec un maire qui s'appelait Paul Dallon à l'époque, en tant qu'adjoint. Voilà. Et j'ai eu un mandat dans l'opposition. Et puis depuis 2014, avec une petite équipe,
on a frappé à la porte pour essayer de postuler. C'est ton deuxième mandat comme maire. Oui, c'est mon deuxième mandat en tant que maire, mais cinquième mandat au total. Voilà. Mais il y a des sujets qui sont peut-être moins faciles. Un gros dossier dont vous occupez, la ZAC du Brochet, un projet qui fait beaucoup parler dans le vignoble nantais. Oui. Il s'agit de déplacer la zone commerciale actuelle vers l'entrée de la ville. Tout à fait. Ça fait polémique, ça, et vous... Ça fait polémique parce qu'on se retrouve... Aujourd'hui, je pense que les gens l'attendent et ils l'ont compris, mais ça fait 13 ans de procédure et on se rend compte que les procédures derrière, elles sont portées par des guéguerres de grande surface, avant tout. Donc voilà, donc on a des recours qui se sont accumulés, du temps passé au niveau de justice, simplement pour effectivement retarder l'échéance de cette ouverture. Donc elle sera ouverte au mois de septembre 2027. Nous, on en est ravis parce que au-delà du déplacement de la grande surface, qui a plus de sens de la rapprocher de la 4 voies, la RN 249. Qui est actuellement dans le centre-ville. Alors là, elle est légèrement dans le centre-ville, mais elle est un peu noyée maintenant dans les lotissements, parce que Valette s'est agrandie. Valette, on va frôler les 10 000 habitants. Dans ce contexte-là, c'est surtout le coup d'après. La action de la municipalité, c'est pas de regarder au bout de ses chaussures, c'est de regarder demain qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants. Et à partir de ce moment-là, vous travaillez d'une façon beaucoup plus cohérente, en se disant, bon voilà, l'ancien site, on en fait quoi ? Qu'est-ce qu'on a besoin ? Et là-dessus, on est très clair. Et là, les gens, ceux qui dénigrent le projet sont toujours en train de nous dire, mais l'ancien site, vous allez en faire ci, vous allez en faire ça. Non, l'ancien site, il est prévu pour soit recevoir des logements, soit éventuellement créer des services publics. Et c'est à ce titre que nous avions en 2018 candidaté pour recevoir un lycée. Voilà. Justement, vous parlez d'une croissance. Valette fait partie des villes comme Clisson, qui accueillent de plus en plus de Nantais qui veulent aller au vert. Oui, bien sûr. Mais on est rattrapé aussi parce qu'effectivement, si vous prenez la Loire-Atlantique d'une façon générale, c'est 17 000 nouveaux arrivants par an, de plus. Ce qui va très très vite en termes d'évolution. La seule chose, c'est qu'en ce qui nous concerne, on est une ville qui est effectivement, on a une qualité de vie. On a un marché, on a des commerces, on a des artisans, on a des associations, on a un milieu bénévole important. Et vous avez effectivement ici l'exemple type. C'est-à-dire qu'automatiquement, c'est une qualité de vie qui fait que les gens ont envie de sortir de Nantes pour venir se rapprocher de chez nous. Et puis c'est plus accessible. Par contre, on épouse Valette. C'est-à-dire que Valette, c'est Valette. On ne vient pas avec ses idées en disant on va tout révolutionner. Non, il faut respecter aussi ce qui a été fait par le passé. Parce qu'on sait qui on est quand on sait d'où on vient. Donc il faut surtout commencer par ça, s'approprier effectivement l'univers, découvrir. Après, on contribue, on pose sa pierre à l'édifice, mais on n'est pas là pour tout révolutionner. Et nous-mêmes, les élus, malgré mes expériences de 30 ans, on y va en parcimonie quelquefois, parce qu'on sait pourquoi on a fait ça à l'époque, pourquoi nos anciens nous ont laissé cet héritage, parce qu'on est simplement, nous, de passage. Il ne faut pas non plus... on n'est pas des carriéristes, ça m'insupporte énormément parmi les élus. Et d'ailleurs, si vous voulez découvrir Valette, il y a un petit film promotionnel de la mairie que vous avez réalisé, qui permet effectivement de connaître un petit peu mieux les différents sujets qui accompagnent cette ville, ou en tout cas comment le poumon, enfin l'âme, ou en tout cas le cœur de cette ville. Et il y a quand même un... Alors, si je peux me permettre de revenir sur ce petit film-là, le cabinet qui a travaillé avec nous pour faire effectivement la création, ainsi que notre service communication, a très bien compris un petit peu la lettre de la commande qu'on avait passée, enfin en l'occurrence que j'avais commandée, c'est-à-dire c'était placer l'homme au centre du débat. Une ville se fait pas par des infrastructures comme on l'a dit, mais c'est l'homme. Et c'est-à-dire que ce sont des moments de sourire, des moments d'action qui laissent sous-entendre tout ce que l'on peut faire, sans pour autant figer effectivement par rapport à des actes ou des lieux spécifiques. C'est-à-dire c'est véritablement l'homme au centre du débat. Et d'ailleurs, il y a différents sujets, puisque vous êtes un passionné de sport, et vous êtes, je l'ai dit, un vice-président en charge de la culture, des piscines et du sport à la communauté de communes de Sèvres-et-Loire. Et il y a deux espaces importants. Il y a le complexe sportif des Doris, qui est vieillissant, et vous souhaitez leur donner un coup de jeune. Alors les travaux commencent actuellement, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut aussi entendre la demande de la population, des associations, mais également, nous avons la chance quand même d'avoir
un foyer scolaire assez important, parce que nous avons 2 écoles, évidemment une école publique, une école privée au niveau des primaires, et puis on a 2 collèges aujourd'hui, avant peut-être d'accéder à avoir un lycée. Peut-être un lycée, c'est dans les projets ? Toujours. C'est demandé. Ouais. C'est demandé. Aujourd'hui, ils vont où justement les collégiens ? Ils vont beaucoup sur Clisson, ils vont beaucoup sur Clisson, sur Gorge. Enfin, les collégiens qui passent au lycée, pardon. Ouais, c'est ça. Ils vont sur Clisson, sur Gorge, ou autrement ils partent directement sur Nantes. Mais ça fait partie effectivement des enjeux importants pour une ville de 10 000 habitants. Il y aurait du sens. Ouais. Et puis côté culture, on n'est pas en reste, avec le Champy-Lambart, une salle de spectacle de 400 places. Pas plus que ça même. Avec un programme, j'ai regardé un programme éclectique, culturel très éclectique. Oui. Ça rayonne sur tout le vignoble nantais. Tout le vignoble. Ouais. Tout le vignoble, mais même au-delà du vignoble. Pourquoi ? Parce que là encore, l'une des particularités du Champy-Lambart, alors la salle en elle-même avec une capacité d'accueil jusqu'à 1500 personnes. D'accord ? Donc on peut faire des concerts debout, on peut faire des concerts assis debout. Il y a une modalité assez facile de cet espace. La seule chose, c'est que ce qui est très important, c'est qu'on s'appuie aussi là sur une équipe de bénévoles. C'est-à-dire que ce qui surprend beaucoup, en l'occurrence nos visiteurs, ceux qui viennent effectivement pour certains concerts et qui ne sont pas habitués, c'est d'avoir un accueil directement déjà sur le parking, savoir simplement dire bonjour aux gens, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on va. C'est-à-dire que c'est des choses simples, mais c'est des choses de base où... ça contribue à la qualité de vie. Ça contribue à la qualité de vie, et c'est pas difficile. Si Hervé me l'a reproché, je ne suis pas systématiquement tous les dimanches matins à l'église, pourtant ta chaise est prête. Pourtant ma chaise est prête. Un jour il m'avait fait la remarque, il me dit je l'ai dépoussiérée, donc c'est pour vous dire. Mais il m'arrive régulièrement d'être sur le marché le dimanche matin, parce que c'est là qu'on rencontre les gens, et c'est là que les gens vous parlent simplement, sans pour autant faire des détours. Et moi, je peux raconter une petite anecdote par rapport à ça. Attention à ce que tu vas dire. Non, t'inquiète pas, c'est très sympa. Dimanche, parce que le dimanche matin, il y a le marché. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'on a des sorties de messe incroyables. C'est-à-dire que les gens sortent de la messe. Alors moi, je me fais engueuler tous les dimanches par les commerçants qui me disent que la messe est beaucoup trop longue, que les gens sortent beaucoup trop tard, etc. Mais il n'empêche que c'est quand même hyper sympa parce que les gens sortent et au bas des marches du parvis, il y a un café. Et donc à la sortie de la messe dimanche, on était en train de caler pour cette émission des choses, et donc j'aperçois Jérôme qui faisait ses courses. Voilà. Et donc, je suis venu. Je te remercie. Je t'en prie. C'est gratuit. Je suis venu te parler pour caler les choses pour l'émission. Et il y a des gens qui nous ont vus ensemble et qui ont dit qu'est-ce qu'on aime vous voir tous les deux, le curé et le maire. Sur le marché, ça c'est quand même sympa. Oui, mais c'est simple et puis c'est naturel. Est-ce que vous allez me répondre si je vous demande un nouveau mandat ? Parce que là, les élections municipales bientôt, dans quelques mois. Réponse le 7 octobre. Réponse le 7 octobre. Alors si vous voulez, globalement, on y travaille avec une équipe, mais c'est assez compliqué. Moi déjà pour avoir commencé avec une équipe de 29 personnes. J'ai une partie de l'équipe qui ne souhaite pas repartir pour différentes raisons. Certains c'est l'âge, d'autres c'est des raisons professionnelles, d'autres c'est parce qu'ils ont envie de faire autre chose. Il faut qu'on rajeunisse. Moi, je suis rendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon 5e mandat total, donc 2 mandats de maire. Faut que t'arrêtes les liftings, quand même, Jérôme. Ouais, c'est le lifting qui me pose un problème. Ça commence à se voir. Oui, ça tient plus. Ça tient plus. Et donc, en l'occurrence, c'est de se dire, comment est-ce qu'on prépare l'avenir pour demain. Donc, il faut renouveler cette équipe et puis peut-être avoir de nouvelles idées pour contribuer. Dans tous les cas de figure, si on y va, il nous faut un programme. En ce qui me concerne, je ne m'engagerai pas si je n'ai pas quelque chose à faire et si je n'ai pas quelque chose à proposer au Valtais. Je ne suis pas carriériste et je n'ai aucune envie d'être là simplement pour faire de la figuration. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup, Jérôme Marchais, d'être venu à notre rencontre ici, à la paroisse de Saint-Vincent-des-Vignes. Je rappelle que vous êtes le maire de Valette et le vice-président de la communauté de communes de Sèvres-et-Loire. Bonne journée. Dans quelques instants, place aux informations internationales de Radio Vatican. Juste avant, Clara vous propose un point météo. Quant à nous, on se retrouve à 8h45 pour parler de l'histoire de Notre-Dame de l'Assomption, entre autres, avec le responsable de l'association Valette Mémoire. Vous êtes sur Radio Fidélité et jusqu'à 9h, c'est le Tour des Clochers en direct de Valette. Tiffaine Sellier et ses invités reviennent dans quelques instants.
Merci Clara. Et pour cette dernière partie d'émission, ce dernier quart d'heure du Tour des Clochers, on va parler patrimoine religieux avec Gabriel Arnaud, président de l'association Valette Mémoire. Bonjour Gabriel. Bonjour. Je vais vous rapprocher un petit peu du micro pour qu'on vous entende bien. Voilà. Alors on s'intéresse plus particulièrement à l'église Notre-Dame de l'Assomption, dont on a déjà pas mal parlé depuis ce matin, mais parce que elle a les reliques, elle contient les reliques de Saint-Charbel, mais aussi elle fête ses 150 ans. Oui, 150 ans. Oui, 150 ans, c'est ce que vous m'avez dit. C'est la plus grande du vignoble nantais et la seule, vous le disiez, Père Godin, à posséder un déambulatoire. Mais au fond, c'est une église qui est récente. Pourquoi est-ce qu'on a construit cette église il y a 150 ans? Il y en avait une autre avant. Voilà. Alors il faut faire un petit peu d'histoire. Donc au centre de la place actuelle, donc, qui nous sert de parking, de place pour le marché, il y avait donc une église entourée d'un cimetière qui datait du XIIIe siècle, pense-t-on. Et avec les guerres de Vendée, donc en 1794, au mois de mars, donc les colonnes infernales sont passées à Valette, ont incendié le bourg et en particulier l'église. Donc suite à ça, donc les Valtais, le conseil, on va dire, de fabrique, et puis le conseil municipal ont cherché à réparer cette église, mais comme il ne restait pratiquement, donc suite à cette destruction que les murs, eh bien, quand ils réparaient un bout, en quelque sorte, ça ne tenait pas de l'autre. Donc, après de multiples constructions, tentatives finalement, de restauration, je bafouille. Eh bien, donc, en 1861, il est décidé donc d'acquérir un autre terrain, et surtout de construire une nouvelle église. Parce que ça ne pouvait plus. D'abord, elle était trop petite, l'ancienne, et puis non, ça ne tenait plus, quoi. Donc, en 1869, une première pierre est posée. Donc, c'est pour ça il y a donc 5 ans, en 2019, nous avons fêté le 150e anniversaire de la pose de cette première pierre. Et c'était l'occasion pour notre association Valette Mémoire de faire une brochure, et puis une exposition qui est d'ailleurs à demeure dans l'église actuellement. Qu'on peut aller voir actuellement. On peut aller voir l'église, voilà. Donc construite en 1869, mais il a fallu quand même 5 ans. Voilà, il a fallu 5 ans. Et c'est au pour pouvoir rentrer dans l'église. Voilà, et c'est au mois de janvier 1875 que les Valtais ont pu rentrer dans cette église. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, puisqu'elle a été construite en 1869 ? Il a fallu 5 ans pour la construire, quoi. Ah oui, elle a été... La première pierre est posée en 1969. La première pierre, c'est 1869. Et on rentre dedans en 75. Et on rentre en 75. Par contre, elle est toujours pas... en 75, elle est toujours pas consacrée. Oui, c'est ça. Et elle le sera en 86. Voilà. Et surtout qu'en 1875, elle est loin d'être terminée, puisqu'on a des bénédictions qui vont se dérouler tout au long des années 1870, par exemple la chaire, elle date de 1890. Mais c'est pas beaucoup 5 ans quand on voit les siècles que pouvaient mettre les gens au Moyen-Âge pour construire des églises et des cathédrales. 5 ans, c'est rien. Oui, c'est rien. Mais alors notre difficulté, c'est justement qu'elle n'a pas été construite comme une église du XIIIe siècle. Oui, voilà. Parce qu'en fait, si on avait respecté les techniques du XIIIe siècle, on aurait mis 100 ans à la construire, vu la taille de l'édifice. Et elle serait sans doute en meilleur état, même si elle est en très bon état aujourd'hui, elle serait sans doute encore en meilleur état et demanderait moins de travaux. Et alors, elle comporte 8 hôtels. Alors oui, on peut compter 8 hôtels, ce qu'on appelle des chapelles. Il y a 5 petites chapelles, et puis donc, oui, au total, si on compte, donc à chaque chapelle, il y a un hôtel. Donc il y a l'hôtel de Saint-Louis, qui est un ancien patron de la paroisse, l'hôtel Sainte-Anne, l'hôtel de la Vierge Marie, l'hôtel Saint-Joseph et l'hôtel Saint-Antoine, mais enfin c'est plutôt des donations aux Gatien. Et puis, sur les transepts, vous avez l'hôtel du Sacré-Cœur et l'hôtel de la Sainte-Croix, qui sont transept nord, transept sud. Alors bien sûr, au centre, il y a l'hôtel général. Et puis, donc, depuis 1965, donc, avec Vatican II, donc, il a été mis successivement un hôtel au centre, on va dire, du cœur ancien. Puis, bien sûr, maintenant, donc, en 1995, donc, l'hôtel actuel, donc, voilà. Qui est en marbre. Qui est en marbre. Pour pouvoir construire cette église, il a fallu des mécènes. Voilà, il a fallu des mécènes. Et là, je pense que la chance de Valette, c'est qu'il y a eu des paroissiens vraiment généreux. Alors généreux, ils avaient de l'argent, il y avait des familles nobles qui avaient sûrement beaucoup de biens,
et qui ont pu financer, et on le voit d'ailleurs dans nos archives, certains hôtels, c'est telle famille, telle autre, c'est telle certains famille, vitraux aussi. Certains vitraux, les vitraux ont été payés par des familles qui existent encore à Valette. Et puis, il faut bien reconnaître aussi que les Valtais ont aidé énormément. Il fallait aller chercher la pierre, il fallait la rouler, donc tout ça a été. C'est un ouvrage collectif. Voilà, c'est un ouvrage collectif. Ouais. Et il faut dire qu'à ce moment-là, en 1869, le maire Ferdinand Fougnot, qui était le premier maire qui a été élu à Valette, il a été quelqu'un qui a fourni, qui a payé des cloches, disons que c'était quelqu'un qui était prêt pour le projet de l'église, il faut bien reconnaître. Donc la municipalité et le conseil de fabrique marchaient de concert. Et puis il y a eu un curé exceptionnel quand même. Et il faut dire que le curé... J'ai un prédécesseur qui est resté 44 ans. 44 ans. Enfin 44 ans curé de Roisse. Oui. 40, mais ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Qui sait. Ah, peut-être. Voilà, et qui a été la cheville ouvrière, puis visiblement qui était un homme avec une personnalité assez... affirmée. Assez affirmée, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc il est enterré dans l'église. Oui, il a son tombeau dans l'église, oui. Mais moi, je mets à l'honneur aussi celui qui l'a précédé, parce que c'était le Joseph Richard, et il a fallu sûrement de sa part beaucoup de discussions, et parce que malheureusement, il est mort l'année où on a commencé les travaux, quoi. Ah oui, ça c'est un peu dommage. Voilà, c'est disons lui qui a été à l'origine avec le... Il n'aura pas vu l'ouvrage terminé. Voilà. Et alors vous parliez des cloches. Les cloches, elles datent de quand? Alors les cloches datent de 1857, elles étaient été construites, fabriquées, pour l'ancienne église, qui était donc au centre de la place. Alors quand on a restauré le beffroi il y a 2 ans, l'entreprise qui est venue restaurer le beffroi, donc qui a démonté, je rappelle pour les auditeurs qu'en fait le beffroi c'est la chambre de cloche qui se trouve à l'intérieur du clocher, donc le clocher est en pierre et à l'intérieur il y a une espèce de structure en bois qui contient les cloches posées sur les parties mobiles qui permettent de les activer, etc. Et donc cette structure-là a été fragilisée, donc elle a été entièrement démontée, donc les cloches ont été exposées dans l'église pendant quelques mois, pendant un trimestre. Et d'ailleurs, il y a eu un beau travail de Valette Mémoire pour faire connaître les cloches, puisqu'on avait la possibilité de les voir de près, ce qui n'arrive jamais. Et les cloches ont été remontées, et quand elles ont été remontées, l'entreprise qui était venue faire les travaux m'a dit c'est incroyable, parce qu'à Valette, vous avez un très très beau beffroi, c'est-à-dire vous avez un jeu de cloches assez exceptionnel, comme dans des grandes paroisses nantaises. Oui. Voilà. Et donc, par rapport à la taille de la commune, alors déjà, l'édifice peut contenir 1000 personnes. Donc, par rapport à la taille de la commune, c'est quand même assez extraordinaire. Et on a un clocher qui est quand même particulièrement imposant, en termes de possibilités du jeu de cloches, par rapport à la taille de la commune. Ce qui montre bien que, effectivement, quand on a reconstruit cette église de Valette, on a voulu mettre le paquet, quoi. Oui, le clocher devait mesurer 70 mètres de haut, vous m'avez dit, Gabriel. Oui. Finalement, il ressemble, vous me disiez, à une poivrière. Et il ne fait pas 70 mètres de haut. Non, il fait 54 mètres, je crois. C'est le dernier chiffre qu'on a. Et alors, si vous me permettez, il y a une autre spécificité patrimoniale aussi à Valette, c'est le nombre de calvaires. Alors ça, c'est important. Remarquable, et surtout que ce patrimoine, ce petit patrimoine religieux est entretenu par une association qui s'appelle SOS Calvaire. SOS Calvaire qu'on connaît à Radio Fidélité, on en a souvent parlé. Voilà, qui est très efficace sur Valette, ce qui fait qu'on a vraiment plus de 20, moi j'en ai dénombré 23 calvaires disons sur Valette, et qui sont entretenus, quoi. Il y en a 23 sur la commune de Valette. Sur la commune de Valette, oui. Mais en fait, sur la paroisse, il y en a beaucoup plus, puisque je rappelle encore à nos auditeurs que la paroisse, ce n'est pas que Valette, même si on parle beaucoup de Valette aujourd'hui. Parce qu'on est à Valette, mais il y a 4 autres clochers, et sur les 4 autres clochers, il y a également un nombre considérable de calvaires. Donc moi, j'en bénis à peu près 2 par an qui sont restaurés grâce à l'association, donc c'est extraordinaire. Ça, c'est important. Vous travaillez du coup avec SOS Calvaire un petit peu, Gabriel? On a des liens, bien sûr. Mais bon, nous, Valette Mémoire, c'est plutôt... je vois actuellement, on peut en parler, on fait une brochure sur la période 39-45, avec une exposition. Donc c'est la période, ça n'a duré que 6 ans. Mais donc ça nous permet de parler, bien sûr, de la vie à Valette. Mais alors là, on met également à l'honneur les prisonniers valtais qui ont connu cette période, donc ils étaient en Allemagne. Voilà. Un travail de mémoire très important. Voilà. Alors nous, on s'intéresse
Enfin, on s'intéresse au calvaire, mais c'est plus théorique. Et votre association, elle a vocation à faire connaître l'histoire de Valette, auprès des jeunes aussi. Auprès des jeunes, oui, on intervient auprès des écoles et des collèges. On a des journées dans le cadre de leurs journées citoyens. Les jeunes sont intéressés justement par l'histoire de Valette. Oui. Ah oui, pas de problème de ce côté-là. La dernière intervention que j'ai pu avoir, c'est auprès des collégiens. Je leur ai parlé de leur collège Saint-Joseph, puisque j'avais des collégiens devant moi. Eh bien, ils étaient tout étonnés d'apprendre ce que j'ai pu leur dire sur ce collège qui était à l'origine une maison bourgeoise, qui s'appelait d'ailleurs la Bourgeoisie, et qui était d'abord école des frères de Saint-Gabriel, et puis avant de devenir collège. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Arnaud, on aurait pu encore discuter longtemps. Merci pour cet éclairage historique. En direct de Valette, c'est le Tour des Clochers. Il est 8h55 et il nous reste 3 minutes exactement pour terminer ce Tour des Clochers à Valette, concluant sur une note tournée vers l'avenir. Père, quels sont les projets justement dans les mois ou années qui viennent à la paroisse de Valette ? Alors en fait, il y a énormément de projets, vous l'avez compris, la paroisse vit de projets. Il y a un projet quand même que je voudrais souligner parce que c'est devenu une tradition maintenant à Valette, c'est la crèche participative. Chaque année, une équipe de paroissiens réalise dans l'église en décembre et jusqu'à la fin de la période de Noël, donc jusqu'à début janvier, une crèche composée de un peu plus de 1000 santons de Provence qui sont disposés dans un décor de type provençal qui est réalisé à la main. Décor qui fait l'année dernière plus de 50 mètres carrés. Voilà. Faut imaginer que cette crèche a quand même l'année dernière amené un peu plus de 20 000 visiteurs dans l'église de Valette. Ah oui, c'est énorme. Et donc on en est effectivement très fiers. Et j'invite tous les auditeurs à venir voir la nouvelle édition cette année qui va être extraordinaire. On est en train de travailler dessus. Une nouvelle édition de la crèche de Valette. À partir de quand ? À partir du premier dimanche de l'Avent, donc le dernier dimanche de novembre, jusqu'à janvier, vous pouvez venir à Valette. Vous avez 2 raisons de venir à l'église. Donc Saint-Charbel, enfin 3 raisons, parce qu'il faut aussi visiter cette église qui est très belle. Venir voir Saint-Charbel, venir voir la crèche, venir visiter l'église, venir rencontrer surtout la communauté qui s'y retrouve et qui vient prier tous les dimanches à 11h. Et puis cette année, beaucoup de projets, notamment on envisage encore une édition d'un pèlerinage à Rome, la 2e édition, puisque la première a remporté beaucoup de succès. Donc 2e édition cette année normalement, on est en train de travailler dessus. Pour quand ? Pour le mois de... On est entre février et avril, on est en train de caler les dates là. Avec les paroissiens de Valette. Avec les paroissiens de la paroisse Saint-Vincent-des-Vignes. Voilà. Et puis tous les ans, un projet qu'on monte avec le doyenné, donc les 4 paroisses du vignoble, une mission autour d'une figure de saint. Et cette année, on accueille Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui viendra pour la 3e fois à Valette. Il est venu 2 fois de son vivant terrestre, et là, on va accueillir ses reliques. Donc, autour de la Toussaint. Donc, il sera à Valette, en fait, entre le 12 novembre et le 16 novembre, et avec des activités qui vont être proposées, de dévotion, etc. L'année dernière, donc, on a eu Sainte Bernadette, ça a été un grand succès. Voilà. L'année d'avant, Sainte Thérèse. Mais oui, mais en fait, c'est la piété populaire, et c'est le côté très concret de notre foi. Ouais. Et donc je pense que les gens ont besoin de sentir que notre foi n'est pas un concept, mais qu'encore une fois ça passe par des personnes, comme on l'a dit tout à l'heure avec le maire. Voilà, et c'est très important, c'est l'humain qui est sauvé. On ne sauve pas une idée, on sauve des gens concrets, et les saints sont pour nous de beaux exemples d'humains qui ont réussi leur vocation. Et venez aussi à Valette pour découvrir, à la paroisse Saint-Vincent-des-Vignes, découvrir ce sourire, ce regard derrière cette voix, derrière ce micro du père Hervé Gaudin. Merci beaucoup, ça bouillonne dans votre tête, ça bouillonne d'idées, et on a très envie de venir s'installer à Valette. Soyez les bienvenus. Je suis ravie d'avoir partagé cette matinale en votre compagnie au cœur de votre paroisse. Un grand merci également à tous les intervenants pour leur accueil et d'avoir accepté de se lever si tôt pour les auditeurs de Radio Fidélité. Merci Clara aussi d'avoir été à nos côtés. À bientôt Clara. Merci beaucoup Tiffaine. Au revoir, très bonne journée. On vous retrouve dès vendredi prochain, et si vous souhaitez que Radio Fidélité se rende dans votre paroisse, n'hésitez pas à nous contacter au 02 40 69 27 27. Il est 9h, dans quelques secondes, dans quelques instants aussi, vous retrouverez la messe de Notre-Dame de Bonport en direct. Tout de suite, juste
juste après une courte pause publicitaire. C'était le Tour des Clochers avec la Maison du Bon Pasteur, EHPAD associatif nantais. Plus d'informations sur le site internet du diocèse de Nantes.